Bonjour à tous, je suis Amélie et je suis ravie de vous accueillir sur Elle en Mayenne. Je suis aussi très heureuse de vous retrouver après cette petite pause et de vous présenter un nouvel épisode. Pour cette discussion, j'ai retrouvé Charlotte, c'est l'autrice du livre Le Roi du Silence, un livre pour enfants qui aborde le sujet du deuil périnatal. Dans cet épisode, Charlotte nous partagera donc cette terrible épreuve auquel elle a été confrontée, comment elle l'a surmontée, la résilience dont elle a fait preuve. Et puis bien évidemment, nous parlerons aussi de son superbe livre. Merci Charlotte de nous avoir partagé en tout cas ce beau témoignage, de t'être livrée sans filtre sur ton vécu. Et puis merci pour ta confiance. J'espère pour vous qui écoutez que cet épisode vous plaira. Comme vous le voyez peut-être, c'est un épisode qui est plus long que ce que je peux faire d'habitude, mais c'était pour moi important de garder tout le témoignage de Charlotte. Voilà, c'était une discussion vraiment naturelle qu'on a eue toutes les deux, donc ça me tenait vraiment à cœur de vous la partager. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne écoute. Alors bonjour Charlotte. Bonjour. Bienvenue au micro d'Elle en Mayenne et puis merci à nouveau de me recevoir chez toi. Avant qu'on commence à discuter, donc je débute toujours les épisodes par une petite présentation. Est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es ? Oui, donc je m'appelle Charlotte, j'ai 36 ans. Je suis professeure d'art plastique dans un lycée à Mayenne. Et je suis mariée depuis 8 ans, voilà. Et j'ai donc 3 enfants, de 7 ans à bientôt 2 ans. Très bien, ça marche. Tu es aussi l'autrice, on peut dire l'autrice du livre. Oui, apparemment, on a le droit de dire l'autrice. Je cherche, tu vois, quand j'ai préparé, je dis est-ce qu'on dit auteur avec un E, autrice. Ouais, et j'ai vu que le mot autrice oui, disait, apparemment, c'est le plus conventionnel maintenant. Donc il faut dire autrice. Mais tu aurais dit auteur, je t'en aurais pas voulu. Donc tu es l'autrice du livre Le Roi du Silence. Donc c'est un livre qui a été illustré aussi par Constance Boulet. Alors, je rectifie, je me permets de rectifier. D'accord, vas-y. Ce sont bien mes illustrations. D'accord, ok. Mais c'est Constance qui a mis les couleurs. D'accord, ouais, donc effectivement, la nuance est importante. À la base, je voulais qu'elle illustre complètement le livre. Et en fait, il s'est trouvé que le confinement est arrivé. Donc, je me suis retrouvée avec plus de temps devant moi, parce que c'était un peu par un manque de temps. Voilà, parce que moi, il me faut plus de temps pour vraiment aller au bout de mes illustrations. Et du coup, je me suis permis de lui demander, est-ce que tu veux bien toujours me suivre si c'est pour apporter la touche de couleur sur mes dessins ? Et elle a dit, pas de problème. D'accord. Mais je voulais vraiment sa touche d'aquarelle. Et c'est pour ça que... Ouais. Donc, ce sont mes illustrations et les couleurs de Constance. D'accord. Tu ne te sentais pas de toi-même y mettre les couleurs ? J'imagine qu'en tant que professeur d'art plastique... En fait, à l'époque, j'étais pas... Depuis, je me suis mise à l'aquarelle. Mais à cette époque-là, pas trop. Et je voulais... J'avais envie de partager ça avec elle. En fait, elle m'a beaucoup aidée pour me lancer dans ce projet-là. Elle a été une des premières à qui j'en ai parlé, de cette idée de créer, cette envie de créer ce livre. Et c'est elle qui m'a guidée par rapport justement à le lancement de la campagne participative, etc., parce qu'elle était déjà passée par là. En fait, c'est pour ça. Je lui ai demandé parce que je savais qu'elle avait aussi créé sa propre BD il y a quelques années. Et j'avais envie de l'intégrer dans le projet parce qu'elle m'a beaucoup aidée. Elle a été hyper... encourageante, donc voilà. Très bien. Donc pour les personnes qui connaissent pas le livre Le Roi du Silence, donc ce livre, ce projet, là j'ai repris tes mots, je suis désolée, j'ai triché pour expliquer. Donc c'est celui d'une famille pas comme les autres et pourtant comme tant d'autres. C'est l'histoire d'une famille qui s'agrandit d'une manière particulière, d'un bébé qui lance un défi à ses parents, être parent d'un enfant invisible et silencieux. Un bébé qu'on ne peut pas embrasser ou serrer dans ses bras, mais un bébé qui communique, qui invente tout ce qui lui est possible pour se faire sentir. Ce livre est une manière d'aborder le deuil périnatal, un terme barbare qui a grand besoin de poésie. Voilà. Ouais, ça c'est le texte que j'avais mis sur justement la page de financement participatif pour expliquer le projet. Ouais. Je trouvais que ça, effectivement, ça l'expliquait bien et vraiment c'était parlant pour expliquer. Pourquoi ce livre et dans quel contexte tu as voulu l'écrire.
rien qu'en lisant, moi, quand j'ai lu ce texte-là, j'étais émue et je le suis encore. Je suis très facilement. Voilà, faut pas. C'est toujours compliqué, mais c'est pas grave. Bah, c'est agréable de voir que ça touche aussi. Ouais. Non, mais je trouve que la manière dont c'est écrit, vraiment, c'était. Enfin voilà, bravo d'avoir déjà écrit ce texte-là et puis bravo d'avoir écrit le livre aussi de manière générale. C'est un peu difficile de trouver après ces quelques phrases les bons mots. Est-ce qu'on peut remonter du coup quelques années en arrière et puis parler un peu du coup de votre premier enfant? Ouais. Comment s'est passée cette première grossesse? Quelles ont été un petit peu les étapes du coup Bah oui, bien sûr. Alors, donc c'était en 2015. Voilà, l'envie de commencer à fonder une famille arrive. Donc, avec beaucoup de chance, la vie nous sourit très vite. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu, comme beaucoup de couples aujourd'hui, on n'a pas reçu toutes ces difficultés, on n'a pas vécu toutes ces difficultés pour que je tombe enceinte. Donc voilà, ça a été accueilli avec beaucoup de joie. C'était une grande joie pour nous, pour nos familles également, parce que pour Baptiste, mon conjoint, il est l'aîné de sa famille. Okay. Et donc c'était le premier. Moi, c'est pas le cas. Moi, j'avais déjà 2 neveux et nièces à ce moment-là. Mais voilà, ça a été une grande joie. Les premiers mois de grossesse se déroulent de manière tout à fait normale. On part en vacances, on part à Rome cet été-là. Donc, on vit des choses de manière différente. Donc, en se disant qu'un bébé va arriver après. Voilà, on se projette. On achète une maison cet été-là, la maison où on est aujourd'hui. D'accord. Donc voilà, il y a plein de choses qui se profilent. Donc on est content. C'est l'été, il fait beau, c'est chouette, quoi. Et puis, la fin du mois d'août arrive, donc on est enseignants tous les deux, donc on fait ce qu'on appelle les pré-rentrées. Donc, le fin août, donc j'arrive au lycée, et puis avec un petit ventre qui s'arrondit, donc on discute avec les collègues, etc. etc. T'étais à combien de mois de grossesse? Eh bien là, j'étais à 4 mois et demi. D'accord, oui, donc ça commence un peu à se voir, c'est plus difficile de cacher. Ça commençait à se voir à ce moment-là. Et puis voilà, on est en début de semaine. Le lundi, je vais au lycée donc pour faire une journée de pré-rentrée. Enfin, une pré-rentrée avec des élèves, en fait. C'est ce qu'on appelle collège ouvert. On proposait ça à l'époque. D'accord. C'était de permettre aux futurs 6e d'arriver. Donc voilà. Et puis, les vraies pré-rentrées entre enseignants devaient se passer le jeudi ou le vendredi, je ne sais plus. Et puis, le mardi à la maison, je commence à ressentir des douleurs au niveau du ventre. Et je ne sais pas ce que c'est des contractions, parce que ce mois, à 4 mois, normalement, on n'a pas vraiment de contractions. Mais en fait, je note une régularité. D'accord. Je vois que c'est régulier, en fait, que ça revient. Une douleur que tu n'avais jamais ressentie avant. Et puis, en fait, quand on parle du mot contraction, en fait, je pense que quand on est une femme enceinte, on sait vite ce que c'est une contraction, parce qu'en fait, le mot est bien trouvé. On sent que ça contracte, en fait, tout simplement. Donc, et puis, je perds un liquide qui s'apparente un peu à quelque chose mélangé avec du sang. Donc, je ne suis pas sereine. Okay. Donc, on décide de filer à la maternité pour être rassurée ou pour avoir des explications. Donc, on est reçu par une sage-femme qui m'ausculte, qui dit je vois rien de trop anormal. Alors, il y a peut-être une légère ouverture de col, mais elle dit je suis pas sûre, donc on va demander au médecin gynéco qui est présent. Mais elle me dit elle, pas d'inquiétude. Ok. Et puis, donc, on est reçu par ce médecin qui m'ausculte plus précisément avec un appareil, donc une sonde, ce qu'on appelle endo-utérine, en fait, qui est endo-vaginale, pardon. Et donc là, ça me fait mal. D'accord. Et ce médecin est assez... à l'inverse de la sage-femme qui, elle, est très... on discute, etc. Il est assez froid, il est assez distant, etc. Et au moment où il m'ausculte... il me regarde même pas et il dit « Ah bah d'accord, je comprends pourquoi elle a mal. » Ah bah là, c'est très très inquiétant. Donc je dis « Mais il parle à qui ? Il parle de qui ? Il parle de quoi ?» Et donc, je vois le visage de la sage-femme qui était toujours présente, qui se crispe un peu, et là, elle pose ma main sur mon genou, de manière un peu... voilà. Et donc je dis « Vous pouvez m'expliquer ?» Et là, il m'explique qu'en fait, mon col s'est ouvert, et que la poche des os a commencé à sortir. D'accord. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ça ne peut pas rentrer dans le ventre. Donc, ça va forcément
se rompre et je vais accoucher. Okay. Et il me dit avec ces mots-là, et de toute façon, là, parce que j'étais donc à 21 semaines plus 6, D'accord. à ce moment-là, on ne réanime pas, c'est même pas la peine. Voilà. Et là, on comprend rien, quoi. Ouais. C'est des mots tellement voilà, durs, et puis c'est tellement... très dur, c'est très sec, et c'est comme ça. Enfin, bon. Il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas de pas sentiment. du tout. Quoi. Voilà. Et puis il s'en va d'ailleurs. Okay. C'est la sage-femme qui reste avec nous, elle me dit suivez-moi, on va aller dans une chambre. Ok. Et c'est pas, après c'est un peu bizarre ma question, mais c'est pas excusé du comportement de gynéco. Je trouve que non, elle s'est pas excusée, vois. mais une fois dans la chambre, elle nous dit est-ce que vous avez compris ce qu'on vient de vous dire Et j'avais envie de lui dire oui. Enfin, en gros, on avait compris, mais on voulait pas entendre ça. Donc elle nous réexplique calmement avec des mots, etc. Que effectivement, je vais accoucher. Ok. Et cette option de pas de réanimation, c'est ce qu'il t'avait dit, c'était voilà, c'est vrai. En forcément... fait, à l'époque, alors aujourd'hui, ça change, ça commence à changer, mais là, 21 semaines, en fait, le stade de viabilité d'un enfant, à cette époque, c'était 25 semaines. D'accord. Et là, ils ont vu très vite qu'à le stade où j'en étais, parce qu'on aurait peut-être pu attendre encore. Il y a certains stades où on alite la personne. C'est ce que je leur ai dit, je leur dis mais alitez-moi, clouez-moi dans un lit, j'en ai rien à faire. Si je dois rester encore les 5 prochains mois à coucher, je m'en fiche. Mais non, là clairement. Et puis voilà, un enfant qui naît à ce stade-là, les poumons ne sont pas viables, le cœur il est à peine viable, rien n'est viable au niveau des organes. Donc de toute façon, ils connaissaient l'issue et ils nous l'ont fait comprendre. Oui. Donc voilà, elle nous a réexpliqué ça, elle dit je vous laisse un petit peu, je reviendrai vous voir. Donc on nous a mis dans une chambre, on était à la maternité, on était au service maternité, dans une chambre tout au bout d'un couloir. Et en fait, c'est après que je me suis rendu compte pourquoi ils nous avaient mis là-bas. En fait, ils nous ont mis là-bas parce que là-bas, on n'entendait rien. On n'entendait rien de ce qui se passait autour. On était dans une chambre d'hôpital, point barre. Et après, et c'est mon grand frère qui m'avait fait prendre conscience de ça parce que lui, il est venu nous voir dans les jours qu'on suivit. Et puis toi, tu restes dans ta chambre. Voilà, moi, je restais dans ma chambre, je ne bougeais pas. Voilà, j'avais complètement oublié où j'étais, clairement. Et il me dit, mais c'est horrible. Pourquoi t'es là ? Je dis, pourquoi ? Mais on entend les bébés crier, c'est atroce. Je dis, écoute, moi, je les entends pas là d'où je suis. Et les sages-femmes nous avaient dit, cette chambre-là, elle est un peu spécifique aux personnes qui vivent seules. Donc voilà, là, on était le mardi après-midi. Et Baptiste était avec était avec moi, parce que il est enseignant aussi, donc lui, c'est pareil, il était encore en vacances. Et donc, on s'est pas quitté à partir de ce moment-là. Et puis... on avait des messages qui nous venaient de notre entourage, mais comme personne ne savait qu'on était là. Donc on a mis au courant quand même nos familles proches. Okay. Mais on n'avait pas envie de les inquiéter non plus, en fait. Donc on disait, on va voir comment ça évolue. En fait, on était encore un peu dans ça. On n'avait pas envie de voir l'issue, en fait. Oui. Et puis même moi, dans ma tête, alors il m'avait mis un produit, il m'avait mis une perfusion, un produit pour essayer de calmer les contractions. Parce qu'ils étaient quand même encore dans une démarche où, on va faire tout ce qu'on peut, même s'ils savaient que ça allait pas changer grand-chose. Mais ils étaient quand même dans cette démarche, on va faire tout ce qu'on peut pour ralentir. Dans cet entre-deux, c'est ça, où en fait, c'est exactement on ça. te dit l'issue va être ça, mais même eux... On essaye quand même, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et même moi, à un moment dans la journée, j'ai dit à Baptiste, tu sais quoi, j'ai l'impression que ça se calme. Et en fait, c'est... Voilà, bref. Et puis voilà, la journée passe. On s'imagine tout, la moindre lueur d'espoir, nous, on voulait garder espoir, clairement, voilà. Et puis la journée avance, et puis au fur et à mesure des heures, non, ça s'arrangeait pas du tout. Et puis arrive la nuit, donc vers 23h, c'est devenu insupportable de douleur, parce que en plus j'avais pas, alors c'est ce que je leur ai dit, je dis mais vous voulez pas me mettre une péridurale? Et donc on m'a expliqué, on m'a dit non, parce que si on met la péridurale ça risque de ralentir, parce qu'on m'a dit vous allez accoucher, en fait il faut que vous accouchiez. Alors moi je leur dis pareil, je dis mais vous n'avez pas le droit de me faire ça, en fait ouvrez-moi, endormez-moi, sédatez-moi, et puis on fait une césarienne, je sais pas, mais et c'est après qu'on m'a expliqué pourquoi ils font comme ça, et après j'expliquerai, mais voilà, donc donc ça a été j'ai accouché à minuit, après minuit, donc du coup on était le 27 août 2015. Donc ça a été relativement vite finalement, parce que finalement je suis arrivée à la maternité, il était 15-16 heures, et j'ai accouché à minuit, ce qui n'est pas très très long finalement.
Donc ça se passe vite. On est entouré par des sages-femmes qui sont incroyables. On a l'impression qu'elles sont là que pour nous. On a l'impression qu'il n'y a personne d'autre. Il n'y a que nous. On est 4. Il y a Baptiste avec moi. Elles sont toutes les 2. Elles s'appellent Alice et Sophie. Je m'en souviendrai. Ça reviendra, oui, toute ta vie, j'imagine. Ouais, exactement. Et voilà, ça se passe... En fait, c'est bizarre comme souvenir parce que j'ai le souvenir d'une douleur, d'une violence incroyable du moment et en même temps d'une douceur qui est apportée par ces femmes qui est... Voilà, c'est un mélange en fait de douceur et de violence qui est. C'est là que tu te dis leur travail, elle a l'importance. On le dira jamais assez, hein, ça c'est incroyable. Donc voilà, j'accouche, donc on m'endort tout de suite après pour faire tout ce qui est ce qu'on appelle la fin. C'est pas un curetage, mais voilà, retirer tout ce qui est placenta, etc. Pour pas que ce soit. On va pas rajouter de la douleur en plus, voilà. Donc on m'endort tout de suite. Et donc je me réveille quelques heures après, Baptiste est à côté de moi. Et puis, donc, les sages-femmes reviennent, elles nous disent comment vous allez, etc. Et ce qui est fou, en fait, c'est juste après avoir accouché, c'est la fin de la douleur. C'est incroyable. Ça a monté pendant des heures et des heures, comme un accouchement normal, mais sans péridurale. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, c'est qu'on est monté en puissance pendant des heures et là, tout s'arrête. Et c'est même, je m'en suis même pas voulu, mais de dire, ça y est, je suis soulagée, quoi. Donc voilà, elles nous demandent comment ça va. Elles nous disent, elles nous font un petit peu un débrief de ce qui s'est passé. Et puis elles nous disent, est-ce que vous voulez savoir le sexe de votre bébé ? Donc on dit oui. Donc c'est un petit garçon, d'accord. Et puis est-ce que vous voulez le voir ? Alors moi j'ai besoin de temps pour dire oui ou non. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Donc on leur dit, ne vous inquiétez pas, de toute façon il est là, il sera là quelques jours encore. Donc voilà. Puis on en reparle ça va vite. Effectivement, tu dis que tu as accouché vite, mais en fait, tout ça, c'est passé super vite entre le moment où tu arrives et en fait, tu avais commencé ta journée. Il y a à peine 24 heures, on était loin de tout ça, quoi. Ouais. Et donc, avec mon conjoint, on en parle et puis on dit oui, allez, il faut qu'on le voit parce qu'en fait, moi, je suis arrivée et j'avais un ventre arrondi. Là, j'ai plus rien, quoi. Je veux dire, c'est pas possible, c'est pas normal. Tu sentais que tu allais avoir besoin de ça pour faire le deuil. Ouais, je pense. Et puis, on en avait besoin, en fait. On le sentait qu'on en avait besoin. Même si moi, j'avais peur parce que je savais pas ce qu'on allait voir. Oui. Je savais pas. Et c'est là qu'encore une fois, les sages-femmes sont incroyables. C'est qu'elles reviennent nous voir. Donc, c'est la chef du service qui vient nous voir et puis qui nous demande, encore une fois, comment ça va. Voilà, beaucoup d'empathie. Et puis, elle nous dit, voilà, il est beau, votre bébé. En fait, c'est juste un bébé miniature. Il est petit. Alors, il est un peu rouge, parce que la peau est très transparente. Donc, en fait, voilà. Mais il n'y a pas de déformation. C'est juste un bébé miniature, quoi. Donc, on se dit, OK, c'est parti. Donc elle nous l'amène dans l'après-midi. Donc, on a rencontré notre fils. Donc, elle reste... Alors, elle dit... au début, elle reste avec nous, quand même. Et puis, mais je pense qu'elle nous a proposé, on dit oui, au début on voulait bien qu'elle reste, on préférait qu'elle reste avec nous quand même. Donc elle nous parle, elle nous explique des choses, et puis elle nous dit, vous savez que vous pouvez lui donner un prénom, et que vous pouvez aussi l'inscrire dans votre livret de famille. D'accord. Donc ça, on ne savait pas tout ça. Okay. Donc ça, déjà, ça a été une démarche hyper importante pour nous, qu'on nous dise ça. Et par contre, après, il y a aussi, vous allez aussi avoir des décisions à prendre assez rapidement. Du fait de l'inscrire Non, pour la suite des choses. Est-ce que vous voulez qu'il y ait une autopsie de fait pour avoir des réponses Est-ce que vous voulez récupérer votre enfant pour faire une sépulture Ou alors on ne se sentait pas du tout prêt à ça. Pourtant, on est tous les deux croyants, pratiquants, mais on n'était pas prêts. On ne se voyait pas du tout le faire. Puis je pense qu'il faut s'écouter à ce moment-là. Voilà, exactement. On avait envie et puis en plus on était d'accord, on était sur la même longueur d'onde. Ah ouais, non mais de toute façon depuis le début et toujours, on a toujours été raccord sur tout, voilà, sur nos besoins, sur nos attentes, sur nos envies. Donc pareil, ça, on nous laisse du temps, mais en fait pas tant que ça. Il faut prendre une décision dans les 48 heures, quoi. Donc très vite, on se rend compte que non, on n'a pas envie de faire ça. Donc on nous explique que si on ne décide pas de faire ça, eh bien notre bébé il sera incinéré. D'accord. Et puis, par contre, on ne peut pas récupérer les cendres. C'est pas possible
Parce que ça, à la limite, c'est quelque chose qu'on aurait peut-être aimé faire. Mais c'est pas possible. Donc, bon. Et donc, on nous explique que les cendres seront dispersées, ce qu'on appelle au jardin des souvenirs. Ouais. C'est là où sont dispersées des cendres. Voilà. Ok, bon, on valide cette option-là. Parce que clairement, déjà, on n'a pas le temps de réfléchir plus longtemps. Mais on sait qu'on ne veut pas de l'option... on n'a pas envie de rentrer chez nous et de gérer une sépulture, en fait. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, on ne regrette pas notre choix. C'est déjà assez dur pour vous si en plus... une sépulture, ça veut dire aussi avoir tout l'entourage. Pas forcément, parce qu'on aurait pu faire ça mais ça veut dire, en fait, c'est des démarches commerciales. Il faut aller acheter quoi ? On va acheter un cercueil, mais un cercueil de moins de 50 cm. Enfin, c'est des questions qu'on n'a même pas envie de se poser, en fait. Et comme tu dis, ne pas se rajouter ça. Enfin, voilà. Donc ça, nos décisions sont assez prises. Et le fait, encore une fois, de pouvoir le nommer et de l'inscrire dans notre livret de famille, en fait, ça, c'est une démarche qui est hyper importante pour nous, qu'on fait. Et ça, en fait, ça nous aide plus que d'avoir cette sépulture. Voilà. Ce que vous aviez besoin à ce moment-là, c'est de marquer effectivement... Exactement, ouais. Parce que oui, on avait déjà commencé à réfléchir à des prénoms. Donc, et pareil, le choix du prénom, on s'est dit, mais... parce que oui, on avait un prénom d'ailleurs qui s'était arrêté, mais on se dit, mais est-ce qu'on choisit ce prénom-là quand même ? Parce que en fait, nous, c'est un prénom qu'on avait envie de dire tous les jours, en fait, à un enfant. Et on s'est dit, mais on va pas lui choisir non plus un prénom de remplacement parce que... donc, on choisit de garder le prénom qu'on s'était choisi. Et c'est Josué. Voilà, c'est le prénom qu'on a choisi pour notre petit garçon. Donc, il est inscrit dans notre livret de famille. Et à partir de ce jour-là, les sages-femmes l'appellent comme ça, par son prénom. Et c'est les premières à le nommer comme ça. Et pareil, ça nous fait quelque chose d'assez fort. Ouais. Et d'ailleurs, ça tranche avec en gros, tout à l'heure, tu disais avec l'annonce du gynéco. Ouais, voilà, c'est ça. Là, au moins, tu dis, c'est une empathie. On compte. Voilà, c'est ça. Et tu vois, un truc tout bête, mais la chef de service, elle a pleuré avec nous. Et mais ça, c'est un message que moi, que je porte maintenant. Quand les gens sont confrontés à ce genre de choses, j'ai des amis qui ont vécu ça, machin, je sais pas quoi faire, je sais pas comment réagir, etc. Alors, en fait, pour l'avoir vécu, moi, les gens qui m'ont le plus aidé, tout le monde nous a aidés. On a vraiment été entourés, mais d'une manière incroyable par nos familles, nos amis, notre entourage professionnel. On a vraiment été portés, soutenus. Ça a été incroyable. Le flot de messages et d'amour qu'on a reçus, c'était incroyable. Et puis même nous deux, en fait, ça nous a vraiment soudés, quoi. On a vraiment eu besoin de ça. Et en fait, moi, je dis aux gens, les gens qui m'ont aidé, c'est des gens qui ont pleuré avec nous, qui ont osé en fait montrer leurs émotions, qui plutôt que de se dire non, faut pas parce que c'est pas bien. Enfin voilà. Des gens qui pleuraient, des gens qui ont posé des questions. Je me souviens d'une copine qui m'a dit est-ce que je peux te poser des questions ? Je dis mais oui, vas-y. Enfin, il y a pas de tabou en fait. Et moi, les gens qui m'ont entre guillemets le moins aidé et peut-être qui peuvent faire le plus de mal, c'est les gens qui nient ce qui s'est passé. Ou qui restent dans le silence. Voilà. Après, est-ce que tu penses que c'est pas être, tu vois, des fois tu as peur d'être maladroit ou de pas dire les bonnes choses. Mais je pense qu'on est plus maladroit en disant bon allez, on passe à autre chose, on va passer à autre chose. Bah non en fait, ça fait 2 jours que c'est arrivé, si tu veux, j'ai pas envie de passer à autre chose. Et finalement, il y a des gens qui m'ont dit aussi je suis pas à l'aise, je sais pas comment réagir, je suis juste là avec toi. Et c'est très bien. C'est très très bien. Enfin, faut pas chercher à adopter une attitude qui est pas la nôtre, mais d'être sincère avec ce qu'on ressent. Et puis il y a des gens qui sont pas à l'aise avec ça, et ça on peut pas leur en vouloir. Des gens qui sont pas à l'aise avec le deuil, c'est pas de leur faute en fait. Mais surtout nous on avait besoin d'en parler, quoi. On avait besoin de parler de notre enfant, on avait besoin de parler de ce qui s'est passé, et puis voilà, quoi. Donc après voilà, je sais qu'il existe des couples qui veulent pas en parler, pour qui c'est tabou, etc. Mais voilà, moi je trouve que nous on avait besoin de ce besoin-là en tout cas. Donc voilà. Et puis voilà, après j'ai eu des examens moi aussi, il y a eu des examens sur notre enfant. On n'a pas eu grand-chose en fait, on n'a pas eu beaucoup d'informations. Ouais. Tu cherchais des réponses à ces questions-là En fait, oui, des réponses. J'attendais pas forcément qu'on me dise voilà ce qui s'est passé parce qu'il y a eu ça, mais on nous a beaucoup dit en fait ça arrive.
Pour qui, pourquoi, on ne sait pas. Ça arrive. Vous faites partie de cette malheureuse population à qui ça arrive. Mais c'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça recommencera. Alors ça, c'est le discours des sages-femmes. Hein. Le côté, parce que donc nous sommes retournés voir ce fameux médecin donc qui m'avait ausculté ce jour-là pour des examens. En fait, après on rentre dans un protocole. En fait, on fait une batterie d'examens, des examens qui sont voir parfois. S'il y a pas d'anomalie, voilà, c'est ça. C'est un protocole. Hein. Des choses qui sont pas agréables du tout. Il y a un examen qui est très très désagréable à faire, qui peut être très douloureux. Qui s'appelle une hystérosalpingographie. Ça, c'est un grand bonheur. Rien que le mot, il fait peur. Voilà, c'est ça. En gros, il t'insère une caméra dans les trompes pour voir s'il n'y a pas de problème. En fait, c'est pour vraiment aller chercher des explications probables. Et et ce médecin donc nous reçoit début octobre. Donc tu vois, ça fait un mois en fait que ça s'est passé. Et toi, quand tu l'as vu, tu t'es dit c'est le même. Déjà, il avait eu des réflexions très maladroites à la maternité, mais bon, bref, vu qu'on l'a vu qu'une fois, voilà, on est passé à autre chose. C'est pas ça qu'on retient. Et donc, on retrouve ce médecin donc début octobre. Et là, par contre, c'est une catastrophe. Ce rendez-vous, c'est une catastrophe parce que voilà, ça fait un mois. Bon. On a recommencé à travailler. Moi, j'ai repris le travail 15 jours. T'es dans une étape du deuil aussi. Voilà, c'est ça, où tu reprends tes marques, tu reprends ta vie. Physiquement, j'avais pas de séquelles, hein, j'avais pas de douleur, j'avais pas de ceci, mais bon, voilà, faut faire ses examens. Et donc, on revoit ce médecin. Donc, évidemment, il me demande pas si ça va. Hein. Je sais même pas s'il me dit bonjour. Voilà. Et il m'ausculte, mais d'une manière, j'ai jamais été auscultée comme ça. C'est violent, c'est douloureux. J'ai l'impression d'être une machine, en fait. J'ai l'impression d'être un ordinateur qui a bugué et qu'on va s'amuser à désosser pour voir ce qui va pas, quoi. Mais clairement. Il fait quelque chose qui, moi, me rend encore aujourd'hui très, très en colère, c'est qu'il m'ausculte. Donc, tu es une femme, donc tu as déjà, j'imagine, été déjà auscultée. Tu sais comment on est, dans une posture quand même hyper vulnérable. On a les jambes ouvertes, voilà, donc c'est formidable déjà comment ça se passe. J'ai pas de drap, hein, j'ai rien sur moi. Mon conjoint est là. Donc mon conjoint, il est juste en face. Donc lui, par respect, tu vois, il se retourne un peu. Bref. Et ce médecin m'ausculte, il me fait des prélèvements, etc. Et il me laisse comme ça. Et il retourne à son bureau. Alors là, je dis, je fais quoi ? Je me rhabille. Je me rhabille, je fais quoi ? Et je me suis dit, non, s'il me laisse comme ça, c'est qu'il a peut-être pas terminé. En fait, si. Ok. D'accord. Pas de questions avant. Non, mais je peux y aller. Absolument pas. Absolument. Des fois, c'est pareil. Il t'explique, voilà ce qu'il va. Ah non, faire, pas du tout. Là, il parle pas. Il fait son truc, machin. Il regarde parce que il regarde différents résultats sanguins, etc. que j'ai pu faire, etc. Machin. Et à un moment, il ouvre la bouche. Il me dit, de toute façon, vous remettez pas de grossesse en route là avant. Je dis, mais de quoi il parle ? Je lui ai dit, non, c'était pas dans nos projets immédiats quand même. Enfin, ça fait qu'un mois. On n'est pas encore là-dedans, quoi. Enfin, bref. Et je vois qu'il commence à boucler le rendez-vous, quoi. Donc, il nous a rien dit, on n'a pas d'infos, on n'a rien de particulier. Donc, j'ose poser la question. Je lui dis, si je comprends bien, là, à l'heure actuelle, il n'y a pas de nouveaux éléments. On ne sait pas encore ce qui s'est passé, quoi. Et il me répond, il me dit, non, on ne sait pas ce qui s'est passé. On saura peut-être jamais. Puis, de toute façon, le risque de récidive n'est pas nul. Et le rendez-vous s'arrête comme ça. Toi, tu repars avec ça. Et là, mais ça m'a détruite, quoi. Ça m'a détruite. Et c'est vraiment ce rendez-vous que je garde en tête, et parce que il a massacré déjà physiquement, j'ai été malmenée, et psychologiquement, moi ce que j'ai entendu, c'est attention, ça va peut-être recommencer, hein, attention. Hein. Et c'est horrible. Comment tu veux te reconstruire après ? Non, mais ça a été atroce. Tu dis, t'as déjà vécu des choses tellement difficiles, et en plus on te rajoute ça, et on te ramène en plus une crainte que ça va peut-être recommencer. En plus, je perds confiance en mon corps, je perds confiance en la médecine, exactement. Et donc fort heureusement, on a rencontré à la maternité une maternologue, psychologue spécialisée dans la maternité notamment, et on nous propose de la rencontrer donc dès le lendemain en fait de mon accouchement, et elle nous fait un bien fou. Ça nous fait du bien. Elle nous écoute, elle dit des mots tout simples mais qui nous aident beaucoup. Elle nous donne des images. Enfin voilà, elle nous fait vraiment beaucoup de bien. Elle nous dit, si vous voulez, on peut se revoir quand vous voulez. D'accord. Donc moi je ressens assez vite le besoin, notamment après ce rendez-vous, de retourner la voir. Donc je retourne la voir.
Et encore une fois, elle est vraiment, voilà, ça m'aide beaucoup. Elle est très très empathique. En gros, elle me fait comprendre que tout ce que je ressens, c'est normal. Elle sait par quelles étapes tu passes, voilà. Pourquoi tu ressens ça. Mon incapacité à voir des femmes enceintes, par exemple, parce que ça, pendant 3 semaines, je pouvais plus, quoi. Enfin, Et puis, j'ai des copines, elles, qui tombent enceintes, donc qui doivent me l'annoncer, mais pour qui c'est difficile, elles aussi, parce que voilà. Et voilà, enfin, c'est tout ça. Réapprendre à se réjouir pour les autres, voilà. Mais c'est difficile, mais ça se fait. Et vraiment, elle nous aide beaucoup. Elle nous aide vraiment beaucoup pour ça. Donc voilà. Et puis, entre-temps, on se lance dans un autre projet, c'est-à-dire que, quand on était encore à la maternité, avant de la quitter, là, une des sages-femmes nous dit, vous savez, si rien n'est décelé, vous n'avez pas de raison particulière pour attendre trop longtemps. Vous pouvez réessayer, beaucoup plus positive pour le coup. Et puis, avec Baptiste, on s'est dit non, mais ce ne sera pas ça la prochaine étape. Parce qu'on n'était pas mariés à l'époque. Et c'est ce jour-là qu'on a décidé de se marier. D'accord. On s'est dit la prochaine étape, ce sera on se marie d'abord. Voilà, on fait une grande fête. On voulait vraiment que ce soit une fête, ce mariage. Et du coup, on se dit, on va pas attendre très longtemps pour se marier. Donc, tu vois, on était au mois d'août et on a décidé de se marier au mois de mars d'après. Ça vous a aidé aussi à vous concentrer sur autre chose. Exactement. On s'est lancé dans une autre dynamique, mais pas une grossesse, en fait, parce que c'était encore trop frais. Enfin, je veux dire, on avait encore beaucoup de peur. C'était encore assez... Voilà, c'était trop récent dans nos têtes. Et puis, on n'avait pas envie de... On avait envie de... Pas de clore ce chapitre, c'est pas ça, mais de reprendre un petit peu une revanche sur la vie avant de se relancer dans cette aventure-là. C'était aussi peut-être un moyen de commencer à construire votre famille. Oui, voilà, exactement. Ouais, exactement. Et puis par respect pour Josué aussi, on s'est dit, on n'a pas envie de te remplacer comme ça. C'est pas l'objectif, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est assez... Enfin, tu vois, tu dis la sage-femme, elle t'en a parlé, le gynéco aussi... Enfin, comme si... Mais je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes à qui ça arrive, on pose ces questions-là, effectivement. Mais c'est vrai, on se la pose, la question. Oui. Est-ce qu'il va falloir que j'attende un certain moment avant de recommencer à essayer Est-ce que c'est pas trop, comme tu dis, balayer ce qui s'est passé en tout cas, je voulais pas en entendre parler. Dans les premières semaines, c'était hors de question qu'on se relance là-dedans. Moi, j'avais cette sensation que mon corps... Enfin, tu vois, quand une grossesse s'interrompt de façon précoce, en fait, il y a plein de dates à passer. Moi, j'avais plein de rendez-vous de calés, des rendez-vous d'échographie, etc. Bon, je les ai supprimés de mon agenda. Ça, c'est une étape. Et la date du terme. La date du terme. La date du terme. Alors, la date du terme, du coup, on l'a vécu. Donc, c'était prévu. Le bébé était prévu pour le 11 janvier 2016. Eh bien, on a choisi de garder cette date et on a fait une petite cérémonie. D'accord. Comme je te dis, on n'avait pas choisi de sépulture parce que on n'était pas du tout dans cette idée-là. Mais on a quand même, on a choisi un lieu et on a fait faire une petite plaque avec son prénom dessus et la date de son arrivée et un petit symbole. Enfin, tout ça, c'est une histoire un peu plus longue, mais et qu'on a avec une autorisation, on l'a fixé dans la forêt à Ballot. Parce que Baptiste il est originaire de Ballot. Et il y a la forêt de Ballot dans laquelle on va très très souvent. Et on a fait mettre cette petite plaque sur une stèle où il y a la Vierge de Pontmain. Et parce que ce lieu-là, il a du sens pour nos familles, pour nous. Enfin voilà. Et on a fait une petite cérémonie pour présenter cette plaque. On a invité des amis, nos familles. On a chanté, on a raconté des poèmes. Enfin voilà, Et c'était un moment très très fort. Du coup, c'était vraiment très fort. Mais c'était important pour nous de le marquer. Oui. Parce qu'en plus, on était dans cette démarche de mariage aussi. Et je sais que plusieurs fois, Baptiste m'a dit, il dit, je suis hyper content qu'on se marie et c'est un projet qui me tient à cœur, mais il dit, des fois, j'ai l'imprestion qu'on en oublie ce qui vient de se passer, quoi. Et, il y avait besoin d'étapes comme ça, de se dire, attention, on n'est pas passé à autre chose. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas passé à autre chose, mais on balaye pas, quoi. C'est... Notre fils, il est là. Pour votre entourage aussi Oui, aussi. Ouais, ça a permis de... Voilà, parce que notre entourage, personne ne l'a vu. Notre bébé, il n'y a que nous qui l'avons vu. Et ça permettait de dire à toute notre famille, on a un membre en plus dans la famille. C'est juste que il est différent, quoi. Et chacun peut le vivre différemment, quoi. Et donc voilà, on a marqué ces dates-là de cette manière-là.
Et puis de toute façon, ce qu'on s'est dit, la préparation de notre mariage, elle était aussi ancrée de ce qui venait de se passer, au sens où c'est pas un mariage pour, encore une fois, effacer ce qui s'est passé, mais c'était plutôt, on va dire, le socle, quoi. On bâtit là-dessus. Et puis notre famille, elle va s'agrandir coûte que coûte, quoi. Et d'ailleurs, elle s'est agrandie parce que donc on s'est mariés au mois de mars 2016. Donc c'est un super souvenir. C'était vraiment, c'était génial. On a passé un super mariage. Enfin, nous, on a adoré notre mariage. C'était trop bien. C'était une bonne année pour se marier. Ah, on est d'accord. C'était une très bonne année. Et en plus, au mois de mars, on a eu un temps magnifique. C'était trop beau. On a eu un ciel bleu. Enfin, c'était génial. Un très beau souvenir, quoi. Ouais, vraiment. Vous regrettez, enfin, j'imagine que tu regrettes pas, mais de l'avoir fait à ce moment-là. Non, pas du tout. Et puis en plus, c'est porteur de plein d'anecdotes parce que donc nous, on s'est décidé assez vite, mais en fait, on a commencé à prévenir nos familles au mois de novembre. Donc quand on leur disait mois de mars, mais ils disaient mais mois de mars 2017. Non, 2016, là, dans 5 mois. Donc quand on a prévenu nos témoins, quand on leur a demandé d'être nos témoins, ils ont dit mais vous êtes des malades mentaux, n'importe quoi. Et en fait, ça a été. Et moi, on pensait que nos parents. Parce qu'en plus, on était les premiers à se marier dans nos familles respectives. Moi, pourtant, je suis la dernière de 3 enfants, mais j'étais la première à me marier. Et moi, je pensais que nos parents, ils allaient nous dire « Mais non, c'est hors de question, vous vous marierez comme tout le monde en été, l'année prochaine, parce qu'un mariage, on met au moins 2 ans à le préparer. » Et en fait, pas du tout, quoi. On leur a dit « Mais alors, on veut se marier. » Alors déjà, c'était la grande joie. Et on leur dit « Par contre, on veut se marier là, au mois de mars, là. » Ok, c'est parti, on y va. Et en fait, c'est trop bien parce que tout le monde était à fond. Et voilà, c'est ce qu'on fait en plus. Ils vous ont tous suivis dans le projet, carrément. Ils vous ont aidé. Bon, il y a des fois, ils nous ont dit non, mais vous êtes vraiment des malades parce que vous avez. Mais vous. Enfin bref, les gens me disaient mais vous n'êtes pas stressés de. Bah non. Enfin. Et en fait, les gens comprennent pas ça, mais quand tu te maries au mois de mars. Il n'y a pas beaucoup de mariages au mois de mars. Donc, on a eu la salle qu'on voulait, on a eu le traiteur qu'on voulait. Et puis les gens étaient là en fait, parce que tu risques pas de tomber sur quelqu'un d'autre qui se marie, comme quand tu te maries au mois de juillet-août, où les gens partent. Et puis d'avoir pris cette décision-là, du coup, à ce moment-là, vous êtes aussi sûrement mis moins de pression. Ouais, je pense. Et puis en plus, nous, notre mariage, comment dire, pour nous, c'était l'acte qui était important. C'était le fait de dire... on prend un peu notre revanche sur la vie. On dit bon, on a vécu ce moment, ça aurait pu nous détruire. Et ben non, voilà, non en fait, on a envie de bâtir quelque chose et puis on se relance et puis en plus ça nous renforce. Et puis on avait envie d'inclure tous nos amis, toute notre famille avec nous là-dedans. Et le fait que tout le monde soit témoin de ça, c'était vraiment. Enfin bref, nous on en garde. Voilà, c'est un souvenir super. Et puis du coup, la vie nous a ressouri. Je suis tombée enceinte au mois d'avril après. D'accord. Donc un mois après le mariage. Ouais, c'est ça. Trop bien. C'est ça. Et donc notre bébé était prévu pour janvier 2017 et en fait, il est arrivé en décembre 2016. Donc on était effectivement parents. On a été parents 2 fois, enfin non, une fois en 2015, mais on aurait dû être parents de Josué en 2016, mais du coup on a été parents quand même en 2016. D'accord. Voilà, il est arrivé un peu plus tôt et du très coup. Bien. Donc une année, remplie d'émotions. Très forte. Ouais, très, pour très cette forte. deuxième grossesse-là, est-ce que tu as, enfin j'imagine forcément que tu as eu des craintes. Ouais. Alors en fait, ça a été une grossesse passée par plein d'émotions là aussi. Ouais, alors du coup, ça a été très différent. Donc, alors déjà, j'ai été très très suivie. J'ai choisi ma gynécologue parce que je ne voulais pas recroiser cette personne. Bizarre, tiens. Non, mais on m'avait dit que je pouvais, que je pouvais. D'ailleurs, on nous a conseillé d'écrire un courrier à la maternité. J'ai écrit 4 pages où j'ai tout raconté. Okay. Et le fait d'écrire ces 4 pages, ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis rendu compte que ça a été un peu un exutoire. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'écrire, ça faisait du bien aussi. Et tu t'es dit, ça va être lu. Enfin, c'est ça. C'était pas juste écrire comme ça dans le vent, c'est qu'il y avait une. Peut-être il y avait un destinataire, voilà ça. Donc on l'a envoyé au directeur de l'hôpital et il nous a répondu. Okay. On a une réponse, et pas une réponse, on va dire, comment on appelle ça, toute faite. Quoi. Voilà, c'est ça. Non, on sent qu'il avait lu notre courrier. Et voilà, il nous a dit que ce serait redit, qu'il s'excusait de ces moments-là, etc. Après, dans ce courrier, ce que je mettais, moi, je dis, mais je ne blâme personne pour ma fausse couche parce que personne n'y est pour rien, en fait. Je ne blâme pas du tout. Mais c'est le manque d'empathie de cette personne. Parce que par contre, dans ce courrier, je soulignais vraiment les sages-femmes, le rôle extraordinaire qu'elles ont et comment elles font leur travail. Et voilà. Donc,
Et pourquoi je disais ça Pour Oui, après donc du coup, voilà, j'ai exigé dans ce courrier, j'en ai profité pour dire je ne veux pas que cette personne me suive à nouveau. Donc j'ai pu choisir entre guillemets ma gynéco. Donc là, par contre, ça a été un. Là, j'étais vraiment très heureuse d'être tombée sur cette femme-là. Donc mon médecin traitant me met en arrêt tout de suite. Dès Elle dit là, elle m'a dit non mais là, on prend pas de risque. Okay. C'est arrêt dès le 3e mois. En plus, je suis tombée enceinte en avril, donc en fait mon 3e mois c'était juillet quoi, juillet août. Donc je savais que j'allais pas reprendre les cours en septembre. Et au mois de septembre, je fais donc là on est à peu près encore une fois à 21 semaines, donc on retombe un peu dans ces dates-là. Je fais une écho normale, une écho l'écho des 3 mois d'ailleurs, c'était plus tard. Non, parce que c'est ça. Vu que j'avais eu un suivi particulier, je faisais des échos beaucoup plus souvent. Et à cette écho, donc je tombe sur une échographe qui, je vois bien, ça dure, elle repasse, elle passe, elle repasse. Et là, toi, je vois bien qu'elle parle plus, machin. Je dis, purée, c'est pas possible. Et elle me dit, j'ai un petit doute sur... alors là, c'était par rapport au bébé. Bon, d'accord. Du coup, vous allez aller à Angers. Ok, donc échographie à Angers. T'arrives à tenir le coup à ce moment-là? Moi, je pense que je m'effondre. En fait, je me dis, je fais confiance. J'ai confiance dans ces personnes-là. Je me dis, faut mieux. Je veux dire, faut mieux qu'on. J'avais pas de symptômes particuliers. J'avais pas de contraction. J'allais vraiment très bien. Donc voilà, je vais à cet examen-là. Et c'est ma maman qui m'accompagne parce que Baptiste travaille. Et puis je vois l'échographe, c'est une grande ponte de danger. C'est vraiment c'est la star des gynéco-échographes. Voilà, donc je sais que je suis entre de bonnes mains. Okay. Elle me raconte un petit peu mon parcours, donc je lui raconte un peu tout ça. Et puis elle me fait l'échographie, puis elle dit non, je vois rien du tout, votre bébé il va très bien, il n'y a pas de problème. Voilà, elle dit ça devait être un défaut de lecture au niveau de l'appareil, des fois c'est assez sensible, machin. Elle dit non, il n'y a pas de souci, tout va bien. Bon, soulagement. Et elle me dit, par contre, je regarde votre dossier, je vois qu'il y a eu une fausse couche tardive à cause d'un col. Et je vois qu'elle n'a pas mesuré votre col. Je dis, non, peut-être pas. Elle dit, on va le faire. Vu qu'on est là, on va le faire. Et là, je vois qu'elle change de tête. Et elle me dit, non, mais là, ça va pas du tout, en fait. Votre col, il est beaucoup trop court pour le stade où vous en êtes. Ok, donc coup de massue. Elle prend son téléphone, elle appelle des gens, elle parle de trucs et tout. Elle dit, bon, voilà ce que je vous propose. Je voudrais qu'on vous pose un PCR. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, elle m'a parlé du cerclage. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est le cerclage. C'est-à-dire, je connais le cerclage. Voilà. Alors, elle me dit, on en fait de moins en moins des cerclages parce que c'est trop invasif, c'est chirurgical. Enfin, bref, ils en font. Quand ils peuvent, ils l'éviter, ils l'évitent, quoi. Elle dit, le PCR, c'est un anneau en silicone qu'on met autour du col pour le renforcer. Et souvent, c'est quelque chose qui est proposé pour les grossesses jumellaires. D'accord. Et ça permet en fait de solidifier le col et de vraiment, ça retient, on va dire que ça le maintient fermé au maximum. Elle dit c'est pas invasif du tout, c'est pas chirurgical, c'est vraiment quelque chose comme quand on pose un stérilet ou même moins compliqué que ça. Et voilà. Bon, je dis ok, si c'est ce que vous pensez, on fait ça. Bon, à partir de là, je me sens différente quand même. Une fois que j'ai ce truc-là en moi, je sais pas comment expliquer, mais j'avais l'impression d'avoir, tu sais, comme quand tu marches avec quelque chose entre les jambes et que t'oses pas trop. Parce que tu dis, j'ai l'impression que si j'ouvre un peu trop les jambes, c'est une cata. Quand j'éternuais, j'étais complètement, tu vois le truc. Et puis, par contre, en même temps que ça, j'ai des analyses, prise de sang, analyse d'urine régulière. Et en fait, j'ai toujours la présence d'un germe de streptocoque B. Okay. Et en fait, lors de mon premier accouchement, ils ont vu que j'avais ce streptocoque B, que j'étais porteuse. D'accord. Mais j'avais pas d'infection, on va dire. Liée à ça. En fait, c'était pas. On va dire que j'étais porteuse, mais j'avais pas déclaré d'infection, mais j'étais porteuse de ça. Donc ma gynéco a dit bon là, ça recommence. Je vous mets sous antibiotiques. Donc j'ai été sous antibiotiques pendant toute ma grossesse. Bon, encore une fois, j'avais pas de signe avant-coureur, donc chaque mois qui passe, c'est une victoire. Hein. Voilà, on fait le 4e mois, le 5e, le 6e, le 7e, c'est génial. Et puis il y a un jour où elle me dit c'est bien là, on est bien. Elle dit on va dire même si au pire des cas vous accouchez maintenant, c'est bon quoi. Le bébé il sera en bonne santé. On fera tout on a tous les moyens possibles pour que ça se passe bien. Donc voilà, à partir de là c'est super.
Et puis arrivé à tout pile à peine 36 semaines, et ben une nuit, voilà, contraction et tout. Je dis bon, c'est bizarre, donc on se décide d'aller. C'était donc dans la nuit du 15 au 16 décembre. Donc on est à 6 semaines de mon terme, hein, donc on n'est pas voilà. Et puis en fait, donc on retourne à la mater et tout. On arrive de nuit, et puis la sage-femme en présence, elle m'auscule et puis je lui dis bah par contre j'ai un PCR. Et elle me dit un quoi? Ah mince, si je dois t'expliquer ce que c'est. Elle dit bon ok, donc elle consulte un peu mon dossier et puis elle dit bon bah de toute façon là j'ai pas le choix, faut que je l'enlève pour vous ausculter quoi. Donc elle savait pas trop ce que c'est. Bah après si, elle s'est vite renseignée, elle a su bon voilà, elle a su quand même ce que c'est. Quand elle a vu le truc, elle dit oui bon ok, je vois ce que c'est. Donc elle me l'enlève et puis elle me dit ah mais vous êtes dilatée à 5. Donc bah on va y aller. Ok. Waouh, ok. Mais en plus, ça se passait super bien. Je gérais mes contractions. C'était tout cool, quoi. Tout le monde était cool. Et du coup, j'ai découvert ce que c'était un accouchement. Alors, effectivement, un peu plus tôt qu'un accouchement normal, quoi. Mais personne n'était en panique. Nous, on était bien. Moi, je gérais mes contractions comme je pouvais. C'était serein, quoi. Ouais, c'était serein. J'ai eu la péridurale. Donc, à partir de là, c'était bien. Et puis non, ma seule question, c'était parce que je savais que la maternité où j'étais, c'était, alors comment on appelle, c'est des stades, c'est maternité de stade 2, voilà les niveaux en fait de prématurité. Oui. Et je savais que là où j'étais, en dessous 36 semaines, il pouvait pas garder le bébé. D'accord, fallait qu'il t'envoie sur Angers. En sur Angers. Et c'était un peu ma crainte de dire s'il faut qu'on parte, enfin voilà. Donc je demandais aux sages-femmes, je dis on va pouvoir rester ou elle dit, on ne sait pas. On ne sait pas, ça va dépendre du bébé. Ça va dépendre. Bon. Et puis donc j'accouche, alors tout se passe super bien, voilà. Et puis le bébé, et là le bébé crie en fait. Et ça m'a explosé à la figure, c'est-à-dire que je me suis dit mais c'est ça en fait. Et je m'attends. En fait je m'étais pas du. Pourtant je sais pas, dans notre inconscient collectif, un accouchement c'est un bébé qui pleure, et moi en fait j'avais complètement inhibé ça. Et quand je l'ai entendu crier, gardé le souvenir, bien sûr, du silence, quoi, du silence, puis du vide, du rien, quoi. Et là, il crie, et puis je le vois, il est vivant, il bouge. C'est un vrai accouchement, quoi. Et là, c'est voilà, t'es maman comme moi, tu sais que et toutes les émotions qui vont avec, et c'est un truc incroyable, quoi, qui se passe. Et puis en plus, avec la chance qu'on a, c'est que il va bien. Il fait un bon poids, il réagit super bien, il est du coup on le garde, donc tout va bien. Donc vraiment tout va bien. Et c'est une magnifique naissance, quoi. Donc et puis c'est plein de petits signes, quoi. Alors ce qui est trop drôle quand même dans l'histoire, c'est que on est donc vendredi. C'est le vendredi, la veille des vacances scolaires. D'accord. Donc Baptiste devait aller au travail. Donc du coup, là, je dis à 7h, je lui dis mais il faut que tu appelles ton collège, tu vas pas aller Oh là, oui, enfin bref, tout ça. Et puis on devait recevoir toute une bande de copains le soir à manger, le vendredi soir. Donc on les appelle. Et en fait, on s'est rendu compte après que ces mêmes copains devaient déjà venir chez nous le 27 août 2015. C'est un truc incroyable. Ouais. On s'est rendu compte de ça. Et on en reparle souvent d'ailleurs avec les copains de se dire et on leur a dit cette fois-là, on dit écoutez, cette fois on est à la maternité, mais tout va bien, bébé est là, machin. Et du coup ils sont venus quand même chez nous. On leur a laissé, ils sont pu rentrer chez nous parce que j'avais quand même préparé à manger pour 15. Et ils sont venus chez nous, sans nous. Ils ont fait la fête ici chez nous. Ils ont fêté la naissance. Ils ont fêté la naissance. Ils nous ont envoyé plein de photos et tout. Et c'était un moment incroyable. Ouais. On était à la maternité avec notre bébé, puis eux ils étaient à la maison. C'était trop drôle. Et voilà, plein de petits signes comme ça. Et voilà, un bébé avant Noël, c'était vraiment, c'était tout magique, quoi. Donc, trop bien. Donc super, ouais. Et comme si on avait bouclé quelque chose. Enfin, encore une fois, c'était pas, on remplace, mais c'était, il était là avec nous. Hein. Enfin, je veux dire, ces petits signes. Exactement. Ouais. Et puis il y en a plein. Enfin, je vais pas tous les citer, mais nous, moi, je crois à ça. Je crois en ces signes-là qu'on nous envoie. Je crois pas forcément au hasard. Et on en a eu plein, quoi. Donc, c'est caché, comme ça, que nous seuls, on pouvait comprendre, quoi. Ça. Mais c'est pour ça que je dis ça dans le texte que tu as lu tout à l'heure, c'est que qui fait tout pour se faire sentir. Et on l'a vraiment ressenti comme ça, quoi. Et voilà. Très bien. Merci, en tout cas, de nous avoir partagé tout ça. Et moi, ce qui m'impressionne quand même, c'est... la force avec laquelle tu racontes ça. Enfin, on sent que
Après, tu vois, c'était en 2015. Ouais. Donc, tu vois, ça va bientôt. Enfin, ça fait 8 ans. Alors, en même Oui, temps, moi, ça me j'imagine paraît, que si ça me paraît je proche. t'avais demandé de me parler de ça, peut-être l'année d'après ou autre, peut-être que ça aurait pas en été la fait, même chose, bizarrement, c'est que. Alors, on a pleuré, hein, enfin, clairement. Oui. Voilà, et puis, ça m'arrive encore d'en pleurer. Parfois, c'est ça. Il faut accepter les émotions comme elles viennent. Mais c'est. En fait, j'ai vraiment. Comme je te disais, avec Baptiste, on a vraiment vécu ça ensemble. On a pu se dire les choses comme on le sentait. On s'est jamais senti jugé. On s'est senti accompagné. Et tout l'accompagnement qu'on a pu avoir, que ce soit par les professionnels et par notre entourage, en fait, ça a fait que assez rapidement, je trouve, quand je dis rapidement, c'est l'année qui a suivi, si tu veux, on a fait la paix en fait avec ça. On a réussi à intégrer cet événement-là dans notre vie. Et justement, le fait de se dire on va se marier parce qu'on veut, le fait d'inscrire notre bébé dans notre livret de famille, on a tout fait pour que ça fasse partie de nous et qu'on puisse en parler sereinement. On a plus, moi, je ressens pas de colère ou de blessure. Tu vois, il y a beaucoup de femmes qui parlent de ça comme une blessure et qui est encore à vif, quoi. Et moi, j'ai la chance de ça. Moi, je trouve qu'on a réussi à mettre du baume là-dessus. Et ce qui fait que c'est toujours présent. Ça le sera. De toute façon, moi, il n'y a pas un jour où j'y pense pas. Hein. Clairement, j'y pense tous les jours. Mais j'y pense pas avec douleur, en fait. D'accord. C'est un événement qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Moi, je sais que ça m'a donné une force et une résilience que je soupçonnais pas en moi. Oui, c'est pour ça que je te dis... je trouve que... Mais clairement, je me sentais incapable de... Je me dis, ça pourra jamais m'arriver. Moi, si ça... Et en fait, tu te rends compte, non. Tu as les ressources en toi. Tu vas puiser ça en toi. Et en notre entourage, je réinsiste là-dessus, mais l'entourage, il est hyper important. Déjà, dans ton couple, parce qu'on nous a dit qu'il y a des couples que ça explose parce qu'ils ne vivent pas ça de la même manière. Et ça, c'est dramatique. Tu peux vivre les étapes de deuil carrément à différents moments. Quelqu'un qui veut nier ça et l'autre qui, au contraire, a besoin de faire le deuil, de le vivre et tout, c'est horrible parce que du coup, ça met plus de temps puis ça reste douloureux. Et nous, c'est vraiment pas ça, en fait. On s'est vraiment donné le temps qu'on avait besoin l'un l'autre. On a fait des étapes, on a vécu des choses, on a créé des temps, des choses importantes. Avancé ensemble. Voilà, c'est ça. Et comme je dis, aujourd'hui, ça reste une cicatrice, quoi. Ça a cicatrisé, mais c'est plus douloureux. Ce ne l'est plus. Ça reste. C'est pour ça que le livre, au fait, c'est aussi ça, c'est de se dire. C'est ce que j'allais te demander. Je pense que ça t'a aidé aussi dans. Oui, parce qu'en fait, nous, on l'a vécu. Finalement, c'est un événement qui est assez, qui peut être traumatisant, qui est douloureux, mais on en a reçu tellement d'amour et de douceur en retour que c'est ça qui reste en fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu que ce livre-là, il soit le témoin de ça, plus que l'événement en soi, parce que finalement dans le livre c'est une petite phrase en fait, ce moment-là de la perte, parce que t'as pas voulu forcément écrire un témoignage ou autre. C'était pas le lieu en fait. Ce témoignage-là, je l'ai écrit, ou ce que je t'ai raconté d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment ce qui s'est passé crûment. Enfin bref, vraiment tel quel. Le livre, c'était pas ça l'objectif. Et de toute façon, je l'ai imaginé comme un livre à destination déjà des enfants, parce qu'à la base, je l'ai écrit pour mes enfants, pour pouvoir leur en parler. Est-ce que justement tu peux, pour ceux qui connaissent pas le livre, expliquer un l'histoire petit peu Ouais, alors du coup ça s'appelle Le Roi du Silence parce que en fait l'idée de ce livre elle m'est venue, c'est ce que je dis dans la préface du livre, c'est un soir je berçais ma fille qui voulait pas dormir et qui pleurait depuis des heures et des heures, voilà ce qu'on a tous vécu en tant que parents, et je disais mais j'en peux plus des cris là, je veux du silence quoi. Et quand le silence s'est enfin fait, j'ai repensé justement à ce silence qui arrivait dans la salle d'accouchement ce soir, cette nuit là, du 27 août, là, et de me dire, ouais, mais ce silence-là, j'en voulais pas, quoi, en fait. Et finalement, c'est ça, c'est le roi du silence, et c'est ce que j'explique aussi dans le livre, c'est que c'est un jeu où faut pas parler, il faut être silencieux, mais il faut quand même se faire comprendre. Et je trouvais que ça correspondait bien à notre fils, parce qu'il est pas là, il est silencieux, mais il se fait comprendre, il se manifeste par des gestes, par des éléments comme ça impalpables que nous seuls, qu'on arrive à voir. Et je trouve, le parallèle, il m'a apparu assez évident, quoi. Et donc l'histoire, c'est une petite fille en fait qui s'appelle Babette et qui en a marre d'entendre son petit frère qui crie, qui pleure tout le temps, les enfants qui crient partout là autour d'elle, elle en a marre. Et un jour, elle dit à sa maman, j'en ai vraiment marre, là, ça crie tout le temps. Elle dit, moi, je suis sûre que mon petit frère, il sait pas jouer au roi du silence.
Et la maman s'engouffre dans cette brèche et elle dit tu sais, avec ton papa, nous on l'a déjà vu, on l'a rencontré, le vrai roi du silence. Et c'est à partir de ça qu'elle raconte que avant, Babette, sa maman, a porté un enfant qui est sorti trop tôt du ventre et quand il est né, il y a eu un immense silence qui s'est fait. Mais que finalement, ce silence, il peut être beau aussi et qu'il est porteur de plein de choses. Et donc la petite fille finit par demander mais il est où maintenant ? Où est-ce qu'il est ? Parce qu'en fait, c'est aussi ça les questions des enfants. Oui. Mais il est où maintenant et c'est ça, effectivement, le but du livre, c'est de pouvoir aborder ça en famille. C'est ça, et même le deuil en général, en fait. Oui. Mais il est où maintenant ? Et parfois, on a du mal à répondre à ces questions-là. Alors parfois, nous, on est croyants. Alors on peut, même en étant croyant, je pense que ça peut être, on peut mettre des mots, mais parfois c'est pas assez concret, quoi. Et on m'avait dit, alors surtout ne pas dire que les gens sont dans le ciel. J'ai fait l'erreur une fois avec mais mon non, fils. Mais en même temps, nous, on nous a dit ça. C'est ça. Quand on était petit, il est dans le ciel. Ah ouais, d'accord. Et on parlait de... mon fils qui me demande où est-ce que cette personne-là, et je lui dis, j'étais en train de conduire, elle était derrière, je ne sais pas quoi dire à ce moment-là. Je dis, il est dans le ciel. Il me répond, mais avec les avions ? Alors là, tu rames, tu fais non. Et c'est vrai que c'est tellement... C'est compliqué. C'est ça, en fait, c'est inscrit en nous. On nous a dit ça parce qu'on nous a montré le ciel comme un espace un peu magique où il se passe des choses qu'on ne sait pas, etc. Mais je savais pour l'avoir entendu, il ne faut pas dire aux enfants que les gens sont dans le ciel parce qu'il y a la possibilité que ça tombe. Les avions, mais comment ça, ils volent ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas assez concret. Donc, j'ai essayé d'imaginer quelque chose. Alors... Et en fait, ça a fait le lien aussi avec quelque chose qu'on avait vécu justement quand on a un petit peu enclenché notre processus de deuil, enfin en tout cas ce qui a suivi après la naissance de Josué. On a relu Le Petit Prince. Okay. Parce qu'en fait, encore une fois, un signe, c'est que quand j'étais à la maternité, ma maman m'a apporté un livre, parce qu'elle est bénévole dans une bibliothèque, et elle a dit tiens, je sais que t'as pas pris de livre, enfin voilà, pour passer le temps, je t'amène un livre. Et ce livre, c'est un roman de Guillaume Musso qui s'appelle, je crois que c'est Seras-tu là ? Je crois qu'il s'appelle comme ça, Seras-tu là ? Et à un moment, la femme parle d'un homme qui a un tatouage, en fait, qui reprend le dernier dessin qui est présent dans le livre du Petit Prince. Okay. C'est en fait les dunes avec une étoile. Et ça m'a questionnée, parce que moi, le Petit Prince, je m'en souvenais plus trop. Donc en fait, j'ai relu le conte. Et en fait, le texte final du Petit Prince, il est incroyable, en fait. Enfin, c'est sur la disparition de l'enfant, en fait, sur la disparition du petit prince, où on le cherche, on ne sait pas où il est, etc. Et en fait, ça parle de l'étoile, en fait. Et je me suis dit, tiens, je voudrais faire un petit parallèle avec ça. Donc, c'est ce que je fais dans le livre. Je fais le parallèle avec le livre du Petit Prince, de dire qu'en fait, chaque étoile, parce que voilà, on aime tous, les étoiles, c'est quelque chose qui est hyper symbolique, mais qui est beau, mais qui parle aussi. On peut donner un peu tous les sens, pas tous les sens qu'on veut, mais voilà, nous, c'est une image qui nous a beaucoup parlé. Et aussi parce que la maternologue nous avait dit cette image-là, nous avait dit, en fait, votre fils, c'est une étoile filante. C'est-à-dire qu'elle a filé dans vos vies, elle n'est pas restée, elle a filé, mais vous l'avez vue, et vous savez qu'elle est là, en fait, qu'elle est passée, et que vous vous en souviendrez, quoi. Donc voilà, ce symbole de l'étoile, il était important. Donc voilà, c'est pour ça que dans le livre, j'ai tourné ça aussi comme ça, le fait de dire, quand on regarde les étoiles, ils sont là, quoi, en fait. Et vu qu'il y en a des millions, voilà, on peut dire qu'ils sont tous présents comme ça. Donc encore une fois, c'est très symbolique, c'est pas du concret, mais c'était pas forcément l'idée. L'idée, c'était d'apporter de la poésie et puis quelque chose d'un peu plus léger, quoi. Donc, tu as écrit le livre combien de temps après tout ça ? 5 ans, parce que du coup, je me suis mis pendant le confinement. Ok. Donc c'est vrai que merci le confinement, parce que du coup ça m'a libéré du temps pour ça. Dans la foulée, j'ai lancé la campagne de financement. Alors du coup, j'ai écrit mon livre, je me suis dit on va voir, c'était Constance d'ailleurs qui m'avait dit mais lance une campagne, parce que elle dit je suis sûre qu'il y a de la demande en fait. Bon, je dis je la lance, on va voir, ça marche pas. Ça a été un truc de malade en fait. Bah oui. Je m'étais fait un petit budget, j'avais demandé je crois 2000, j'avais calculé ça, j'avais fait faire des devis chez des imprimeurs. Je me suis dit allez, si je veux l'imprimer, 50 exemplaires, on va voir, j'ai pas envie de tabler trop non plus, quoi. L'objectif c'était toi pouvoir pouvoir en faire quelques-uns, pourquoi pas en donner à des associations ou aux maternités par exemple, voilà. Et en fait, grâce aussi un peu aux réseaux sociaux, parce que ça permet de partager rapidement et puis assez vite, en fait, en 24 heures, j'avais dépassé l'objectif et j'ai fini avec une cagnotte de plus de 7 000 €. Donc, c'est un truc et ça de montre, fou. effectivement, comme tu dis, Constance qui disait qu'il y a de la demande, ça montre aussi qu'en fait...
c'est un sujet qui touche tout le monde. Voilà. C'est ça. En fait, on s'est rendu compte de ça. C'est-à-dire qu'à en parler autour de nous, même moi dans ma propre famille, en fait. Et ça libère le langage. Ça fait parler, en fait. Et au fur et à mesure, on dit, mais pourquoi personne n'en parle, en fait? Et parce que c'est tabou, comme tout ce qui touche un peu à la voilà, il y a on se rend compte qu'il y a plein de le deuil des enfants. Oui, c'est qu'il y a des sujets il y a des sujets tabous dans la maternité, il y a des sujets tabous au niveau du deuil, donc les deux. C'est ça, les deux réunis, ça fait voilà. Et c'est vrai que quelque chose aussi dont on entend pas mal parler maintenant, c'est le fait de dire il y a même pas de mots pour désigner des parents sans enfants. Oui. On parle que voilà, les enfants sans parents sont des orphelins, mais des parents sans enfants, il y a pas ce terme-là en fait. Et du coup, voilà, donc j'ai eu plein de retours, quoi. C'est un truc de... j'étais complètement abasourdie par ça. Donc, du coup, j'ai pu... imprimer beaucoup plus de livres. En imprimer plus. Et puis, déjà, en fait, j'en imprimais à la demande parce que les gens qui souscrivaient à la cagnotte, souvent, ils demandaient un exemplaire du livre en retour. Donc, déjà, il a fallu que j'en fasse au moins 500 pour pouvoir... Et puis après, donc voilà, et puis on a pu les améliorer un petit peu avec une couverture plus rigide, etc. Enfin, ça, super, j'ai été bien guidée par l'imprimeur avec lequel je travaillais. Et puis voilà, c'est parti, quoi. Après, on les reçoit, puis après, il faut les envoyer. Et ouais, on avait lancé un petit atelier clandestin là, dans les vérandas, mettre sous enveloppe, coller les timbres et tout. Et ouais, j'ai eu des échanges incroyables avec des gens que je connaissais pas, quoi. Ouais, j'allais te demander qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, parce qu'il y a le fait d'écrire le livre, et puis après aussi le fait d'avoir des retours et de voir du que coup, t'apportes aux gens. C'est ça. Et en fait, des gens qui me contactaient, parce que du coup, j'ai créé une boîte mail un peu pour ça, et des gens qui me contactaient, qui me racontaient leur histoire, des gens qui habitaient à l'autre bout de la France, et d'avoir des échanges assez forts, quoi, finalement, que des gens que je connais, avec qui on s'était jamais rencontrés. C'est l'importance de pouvoir échanger avec des personnes qui ont vécu la même chose. C'est ça. Aussi. C'est ça. Et de voir que finalement, en tout cas, les gens avec qui j'ai échangé, nos vécus, ils étaient hyper similaires, quoi. Ce côté de, mais j'ai envie d'en parler, j'ai tellement... Et c'est là où j'ai mesuré ma chance et notre chance d'avoir l'entourage qu'on a eu, parce que j'ai eu plein de gens à me dire... Faut pas en personne parler. m'en parle, et puis je sens que personne veut m'en parler, mais moi je me sens seule parce que j'ai qu'une envie, c'est d'en parler, c'est de raconter et tout, mais je sens que personne n'a envie d'entendre. Et j'avais dit, mon Dieu, mais tristesse, quoi, de pas pouvoir, parce que c'est un besoin, c'est viscéral, quoi, et du coup, et voilà. Mais donc ça a été une expérience assez incroyable. Trop bien. En tout cas, j'ai eu la chance de lire le livre. Merci beaucoup. De rien. Merci à c'est toi. vrai que moi, j'ai apprécié effectivement la douceur, comme tu dis, la poésie qu'il y a dans ce livre. Je trouve que voilà, c'est raconté avec... on sent qu'il y a de l'amour dans ce projet. Et comme tu dis, toi, tu as toujours cette cicatrice-là, mais effectivement, même quand tu le racontes, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de rancœur, et on sent que c'est... en fait, non, c'est ce que je disais. Moi, j'en veux à personne pour ce qui s'est passé, parce que c'est la faute de personne. Et d'ailleurs, oui, avec le temps, on a eu un peu plus d'informations quand même sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire, comme je te disais, en fait, parce que finalement, mon deuxième fils, donc mon aîné aujourd'hui, comme je te disais, si on m'avait pas posé cet anneau, mon fils ne serait pas là aujourd'hui. En fait, ça aurait pu faire effectivement une récidive. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que la présence de ce streptocoque B, il joue sur la fragilité du col. Et à l'époque, ils le savaient pas. Et à l'époque, c'était pas encore avéré. Ouais. Et là, vu que ça s'est passé, ça aurait pu se passer une deuxième fois pour moi, ils ont un peu poussé la recherche. Ils ont dit, en fait, on se rend compte que oui. Alors, pas à chaque fois, mais ça peut. Et il se trouve que je suis retombée enceinte 2 fois par la suite. J'ai eu une fille et un autre petit garçon. Et j'ai eu des grossesses tout à fait normales. D'accord. Rien. Et cette bactérie-là n'était plus non, là. Et je n'étais pas porte, je n'étais plus porte. En tout cas, le germe n'était plus présent. Donc j'ai eu des grossesses complètement normales et des accouchements quasiment à terme. Donc et sans péridurale, les 2 derniers. Je tiens à le dire. Je tiens à dire, pas peu fière. Petite fierté personnelle, même si c'était pas du tout voulu de ma part. Ça a été subi. D'accord. Mais au final, c'était une expérience incroyable. C'était des expériences incroyables. Mais donc voilà. Donc ça a permis aussi d'avancer un peu dans ces recherches-là. Mais après, c'est malheureusement. Toi, ça t'a quand même apporté une réponse. Moi, ça m'a apporté une réponse, au sens où non, j'avais pas forcément fait quelque chose de mal ou quoi. Et en même temps, c'est un peu flippant parce que tu dis mais ça veut dire que même si je fais tout bien,
enfin si je fais tout bien, si je fais rien de, t'as pas d'emprise, tu peux rien faire, quoi. je maîtrise pas quoi. Donc, mais au moins ça a permis de voir que cet anneau là, ça peut quand même, ça peut sauver la vie quoi. Tout à fait. Ouais. Et puis enfin aussi cette chance quoi qu'à l'échographie elle ait vu un petit truc qui était envoyé sur Angers et d'ailleurs je l'ai revu cet échographe parce que pour ma dernière grossesse pareil il y avait eu un doute sur je sais plus quoi, donc j'étais retournée à Angers, donc je l'avais revu et à chaque fois du coup elle relit un peu le dossier et elle se souvenait pas de moi en fait. Et du coup quand elle a relu tout mon dossier elle dit merci le PCR alors. Et je lui dis merci à vous. Et j'étais trop contente parce que ça m'a permis de la remercier et de lui dire c'est vous en fait qui avez décelé ça et donc merci à vous. Donc voilà, c'est des rencontres aussi comme ça qu'on ferait pas et qui sont intéressantes. Bon, très bien. Merci beaucoup en tout cas pour je t'en prie. Tout ça. Merci à toi. Toi, il y avait d'autres choses que tu voulais aborder aujourd'hui ou voilà. Je vais faire un petit coup de pub en fait pour celles et ceux qui souhaitent se procurer le livre. Il est présent dans la librairie Je Bouquine à Laval. Très bien. Voilà, dans la rue du Val de Mayenne. Donc voilà, faut pas hésiter, il est toujours disponible. On fera un petit coup de pub, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais du coup, j'imagine que tu es plutôt contente qu'il y ait eu. Parce que c'est quelque chose que j'aurais jamais forcément anticipé. Et puis ça continue en fait régulièrement. J'ai des petits retours des gens qui me contactent. J'ai des équipes de sages-femmes aussi, des hôpitaux en fait qui contactent. J'ai eu des psychologues de Paris qui m'ont contacté. Enfin, c'est génial. En fait, c'est ça que je me suis rendu compte que ça avait fait du chemin. Enfin voilà, on jette ça et puis après ça part jusqu'à des endroits qu'on n'aurait pas forcément imaginé. Et du coup, je trouve ça chouette parce que ça te donne toujours envie entre guillemets d'en parler et d'œuvrer aussi pour. Voilà, c'est ça. Et du coup, on a créé avec l'équipe de la maternité où j'étais suivie une box de naissance. Très bien. Pour justement justement à destination des familles touchées par le deuil périnatal, parce que moi, ce que j'ai gardé un peu de douloureux aussi, c'est de sortir de la maternité sans rien. Mais sans rien, déjà sans bébé, parce qu'on sort d'une maternité avec le ventre vide, mais on n'a pas de bébé. Par contre, on a des papiers plein les bras, parce qu'avec toutes les démarches à faire, les ordonnances, machin. Et ça, c'est difficile. Et par contre, à mes grossesses d'après, j'avais eu les petits cadeaux, machin. Alors, même si je trouve ça un peu... Enfin bref, c'est plus encombrant qu'autre chose. Moi, je n'étais pas très intéressée, mais de me dire, mais pourquoi est-ce que les autres, ils n'ont rien, en fait ? Enfin, c'est double peine, quoi. Et du coup, je savais qu'il y avait des maternités en France qui faisaient ça, qui prévoyaient des petites boxes, mais à là où j'étais suivie, du coup, elles n'avaient pas encore pu... le mettre en place. Elles avaient déjà des choses, mais il fallait des budgets, etc. Donc, la vente du livre m'a permis de financer ça. Alors, de financer. Alors, finalement, ça s'est fait beaucoup sur du bénévolat. Okay. En fait, j'ai lancé un message sur Instagram pour dire, pour présenter ce projet-là et qu'à l'intérieur, j'aimerais de cette box, on voudrait mettre des petites choses réconfortantes, notamment des petits doudous ou il y a d'autres petites choses comme ça. Et j'ai eu des dons, en fait, des gens, notamment l'entreprise Moulin Rôti qui m'a envoyé 2 cartons pleins de doudous. Donc voilà, il y a des mamies aussi qui ont fait de la couture. Génial. Avec leurs petits-enfants qui m'ont apporté des choses. Et puis les sages-femmes de Château-Gontier, elles font de la couture. Donc elles créent des petits nids d'anges, adaptés spécialement aux enfants et que les familles peuvent garder ou pas. Enfin voilà. Donc voilà, et du coup ça a permis aussi de garder un lien avec cette équipe-là et de dire moi j'ai vécu ça avec vous, pour moi vous faites partie de cette histoire et on a envie de vous donner les moyens parce qu'elles ont envie de mettre des choses en place, mais c'est les moyens qui manquent, c'est le temps aussi parfois. Donc j'avais envie de ça en fait. De faire quelque chose en retour et puis d'aider les familles. Dans la mesure du possible quoi. Voilà. Très bien, ça marche. Et merci beaucoup. En tout cas. Merci à toi. Est-ce que... Enfin, tu vois, même pour toi, c'est pas trop difficile d'en reparler ? Non. Ouais. Non, c'est... Non. Tu sens que ça peut avoir... Enfin, là, après, entre guillemets, je l'espère, ça peut avoir une portée aussi, peut-être, pour des gens qui sont passés par là. En fait, c'est ça, en fait, parce que une fausse couche, ça peut... Là, moi, on appelle ça une fausse couche tardive, parce que c'est arrivé dans le second trimestre, pardon. Mais il y a plein de femmes qui vivent des fausses couches à 3 semaines, à 1 mois... où ça se voit pas, où personne n'est au courant.
même si on sait que dans le premier trimestre, on est plus susceptible, enfin, voilà, c'est plus susceptible d'arriver, bah, ça reste une souffrance, en fait. Enfin, oui, plus ça va, plus avec le temps, on se projette dans la grossesse. Mais quand en plus, personne ne le sait autour de tu vis ça seul, et que des fois, ça peut être traumatisant, parce que j'ai jamais vécu ça, mais apparemment, ça peut être hyper traumatisant, parce que tu es chez toi, tu vis ça. Bah, c'est un deuil aussi, quoi. Ouais. Et parfois, je pense que ça peut même être plus compliqué au sens où justement tu l'as vécu seul, t'as pas trop osé en parler parce qu'en fait on dit oui bah c'est bon, c'était le premier trimestre. Enfin, et puis bah on n'en parle pas quand ça arrive à 2 semaines du terme où là c'est, j'ose même pas imaginer ce que c'est quoi. De toute façon ça je l'ai pas dit mais nous on était encore dans notre ancien appart en fait quand c'est arrivé, donc bah, on n'avait rien acheté, on n'avait pas de chambre, on s'était pas projeté alors si j'avais commencé à regarder sur internet, mais j'avais pas de vêtements, voilà. Donc c'est une chance qu'on a eue, c'est-à-dire qu'on n'avait rien projeté matériellement, parce que ça c'est horrible. Tu rentres chez toi, t'as une chambre, tu dis fermer la porte parce que, c'est horrible. Et après, je mets pas on peut pas mettre de degré de souffrance ou de deuil parce que je pense que c'est vraiment propre à chacun et que tu peux perdre un enfant à 3 semaines de grossesse, comme tu vois. Forcément, les étapes sont différentes, mais. Ouais, mais tu le vis. Après, il y a des femmes pour qui se projeter dans la grossesse, ça peut prendre plus de temps. Moi, je sais que du jour où... Et puis en plus, c'était un bébé qui était désiré. Enfin, tu vois, on avait ce désir. Et moi, à partir du moment où mon test s'est avéré positif, enfin, il était là, quoi. Enfin, tu vois, alors que parfois, bon, des fois... Tu le sais que ça peut arriver, mais tu te dis, ce sera pas moi. Ouais, voilà. Puis t'as pas envie d'y penser. Clairement, voilà. Alors ça, c'est un truc pour lequel aussi, je commence à pas me battre, mais ce côté... Les 3 mois sont passés, c'est bon. En fait, mais en plus dans l'inconscient collectif, c'est ça. C'est pendant les 3 premiers mois, t'es plus susceptible. Ouais. Parce qu'il y a les chiffres qui font que c'est une moyenne. Mais on est la preuve vivante que non, ça peut arriver aussi après. Alors on n'a pas envie de dire ça à toutes les femmes enceintes, évidemment, c'est pas le but. Mais par contre, a fortiori, moi je milite aussi pour le côté du pourquoi se taire pendant 3 mois. Et j'en parle sur mon compte Insta, j'ai vu un post là-dessus. Ça, je suis vraiment d'accord avec toi. Mais pourquoi ? Parce que si j'aurais perdu un bébé au bout de 2 mois de grossesse, j'aurais eu envie que mes proches soient là. Bien sûr. Qu'ils soient au courant et qu'ils me soutiennent. Et puis en plus, j'ai appris que oui, parce que moi, du coup, c'était pas le cas. Moi, j'ai été prise en charge de tout, mais t'es prise en charge de rien les 3 premiers mois si t'arrive quelque chose. Enfin, Et puis en plus, en fait, c'est ça, c'est que au final, pourquoi faut pas le dire ? Parce qu'il y a un risque plus grand de fausse couche. Donc, du coup, faut pas gêner. Faut pas avoir à dire, en fait, oui, j'étais enceinte, mais je ne le suis plus. Ouais. Et c'est horrible, finalement. Ça protège personne, ces 3 mois de silence-là. Parce qu'en fait, ça veut dire, bon, pendant 3 mois, vous vous taisez, parce que s'il vous arrive quelque chose, au moins, vous le gardez pour vous. Et le fait de dire, en fait, c'est un bébé qui compte pas, quoi. Exactement. On n'est pas enceinte de 6 mois, on est enceinte de 9. Donc, et ça, c'est quelque chose qui, depuis ça, me questionne vachement. Et finalement, moi, quand je suis retombée enceinte, je l'ai annoncé. Alors, je ne l'ai pas annoncé dès mon test de grossesse parce que nous, on avait envie d'avoir ce côté un peu secret aussi, ce moment où il n'y a que nous qui le savons, etc. Mais je l'ai annoncé avant les 3 mois parce que déjà, tu vas à une soirée, tu bois pas, du coup, t'es grillé. Bon, moi, ça va, je bois pas. Ça m'arrive souvent de pas boire, donc du coup, ça se voit moins. Mais moi, en plus, mon dernier, c'est mon fils qui l'a annoncé. On l'avait dit à nos enfants, puis en fait, il l'a balancé à ma mère. Donc, du coup, c'est resté secret que dalle. Mais en fait, voilà, c'est... je sais pas. Moi, je trouve ça pas déconnant de le dire direct. Parce qu'on sait que... oui. Enfin, voilà, tu le dis... En plus, tu le dis à qui t'as envie. Tu le dis à qui t'as envie, exactement. Et puis voilà, dire, elle l'a dit tout de suite. Oui, mais en même temps... Parce que voilà, enfin bref, je milite après, pour je ça. pense que c'est... après, je me dis, c'est peut-être propre à chacun aussi. Il y a peut-être... Oui, chacun fait... Pour certaines femmes où tu vois, il y a une crainte. Tout à fait. Et ça, je peux comprendre. Ouais. Mais quand tu réfléchis qu'en fait, c'est un peu... Faut pas que ce soit une injonction de la société. Exactement. Et moi, je trouve que c'est devenu ça, en fait. C'est devenu, faut pas le dire avant 3 mois, parce que si t'arrive quelque chose, on n'a pas envie d'être au courant, quoi. C'est vrai. C'est débile, en fait. Enfin... Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule. Merci pour ce coup de gueule. Dites-le. Si vous avez envie, dites-le. Non, et puis voilà, comme tu dis, toi, ce qui t'a beaucoup aidé, c'est d'être soutenue. Donc effectivement. Mais c'est vrai que quand tu dis le soutien, il passe par plein de choses en fait. C'est ça qui est par le fait de demander. Enfin voilà.
d'envoyer un message comment ça va, rien que ça en fait, même si après, de toute façon, les gens ils vont pas porter de solution miracle, ils peuvent rien faire à part être là. Et moi je sais que de certaines personnes qui s'en voulaient de pleurer à côté de moi, enfin devant moi. Parce que j'imagine qu'elles se disent est-ce que c'est pas ma place de pleurer alors que ma tristesse elle est pas aussi grande que la tienne. Ouais, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est parce que c'est tabou de pleurer devant les autres aussi, encore une fois, dans la société. Ou moi c'est plus dans le sens où je me dirais en fait c'est pas à moi de pleurer, je suis pas la plus triste entre eux, tu vois. Si mais en fait toi, quand tu vis ça du côté de celui qui vit la chose, et en fait pour moi voir que la personne pleurait, en gros, elle portait la douleur avec moi. Et pour moi, c'est un signe d'empathie et de compassion, en fait. Ouais. Et les gens s'excusaient. Je dis, mais non, mais arrête de t'excuser parce que... En fait, c'est peut-être débile de dire ça, mais moi, ça m'aidait, en fait, parce que je me disais, en fait, oui, il y a une raison de pleurer, en fait. Et t'es pas toute seule à avoir de la peine. Exactement. Et toute seule à avoir de la tristesse. Et de voir que ça touche aussi ton entourage, entre guillemets, ça, c'est horrible à dire, mais... ça valide ta souffrance, quoi, de dire ok, si j'ai le droit de souffrir, j'ai le droit d'en être triste, parce qu'on a aussi entendu et je pense que tout le monde entend ça, oui t'inquiète pas, vous remettrez ça, vous allez en refaire d'autres. Non mais là c'est pas ça que j'ai envie de dire en fait. Là c'est maintenant, là tu me dis ça, ça fait 2 jours que c'est arrêté. Enfin, et oui, des gens qui niaient le truc, et pour moi nier la chose c'est pas la solution du tout, même pour les personnes concernées. Nier un événement, enfin c'est ça, déjà ça te suit. C'est ce que je disais, moi je compare ça à c'est une blessure, mais ta blessure, si tu la cicatrises pas, elle suit toute ta vie, et en plus ça gangrène tout, quoi. Enfin, faut que les émotions elles sortent. C'est ça. Et il faut les accepter. Pour moi c'est ça, il faut accepter, se laisser le temps, c'est-à-dire que personne n'a le droit de te dire bon c'est bon là, ça fait 3 mois, tu passes à autre chose maintenant. Ou ça fait 3 ans. Ouais, c'est ça. Personne n'a le droit de te dire ça. Ouais. Et j'avais entendu une femme qui m'avait dit que une psychologue lui avait dit bon là c'est bon, là ça fait je sais plus tant de temps, maintenant faut passer à autre chose. Bah non quoi. Enfin non, surtout une psy. Enfin en fait tu prends le temps que tu as besoin, et de toute façon tu l'auras toute ta vie ce souvenir, mais le fait il faut qu'il y ait un travail de fait pour accepter, pour être en paix avec soi-même et avec l'événement. Mais de toute façon, tu l'oublieras jamais, ça c'est sûr. Mais c'est ça l'important, c'est d'être en paix avec ce qui s'est passé. Ne plus avoir de colère ou de sentiment d'injustice. Alors après, on n'est pas tous fait pareil et on ne réagit pas de la même manière. Après, tu peux passer par là pour aussi après. Bien sûr, c'est ça. Après, je dis pas, nous aussi, hein, moi, on a eu cette période où, où je pleurais tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est normal en fait, c'est normal. Mais et puis ce côté voir les autres. Les femmes enceintes, je ne pouvais plus. Quoi. Enfin, et d'ailleurs, la psychologue qui m'avait suivie, elle avait été géniale parce que moi, j'avais honte de dire ça. J'avais honte de dire, mais j'ai envie de les frapper, quoi. Je veux pas les voir. Parce que... Et j'avais l'impression, en plus, c'est ça qui est horrible, c'est que tu deviens parano, mais j'avais l'impression qu'elle se pavanait là, avec leur ventre, là. Et je prenais ça comme de l'agression, alors que évidemment que non. Et en fait, c'était la première à qui je disais ça, mais je veux plus les voir, quoi. J'ai de la violence qui arrive en moi. Et elle me regarde et me fait ah ouais, mais elles sont chiantes là, mais qu'elles rentrent chez elles, mais on en a rien à foutre de leur, mais qu'elles s'en aillent. Et tu sais, elle rentrait, elle était en colère avec moi. Et ça m'a fait un bien, mais incroyable en fait, parce qu'elle m'a pas dit oui, alors ça, il va falloir travailler sur cette colère. Non, elle m'a dit mais carrément, mais qu'elles aillent se faire voir et tout. Enfin, et c'est con, mais en fait, à partir de ce moment-là, ça m'a aidée en fait, et ça m'a aidée à justement parce que je repensais à ça et ça me faisait marrer en fait, parce que et après voilà, ça s'est atténué comme ça. Donc c'est pour ça que l'importance de s'entourer des personnes, c'est ça hyper en fait. Important et puis et ne pas hésiter ne pas hésiter. Moi je l'ai fait avec une de mes meilleures amies d'ailleurs, qui est tombée enceinte peu de temps après, et qui elle s'était dit bon, il faut pas que c'était de bonne volonté qu'elle avait fait ça, c'était de se dire je lui cache pas ma grossesse en fait, parce que je le vis et je le partage avec elle, parce que c'est ma meilleure amie et que je l'aurais fait de toute façon. Sauf qu'en fait j'étais pas prête. Et je lui ai dit, écoute, je suis désolée, mais là j'y arrive pas. Et même quand sa fille est née, du coup elle est née elle m'envoyait des photos, je lui ai dit écoute, je suis hyper heureuse pour toi, je suis très contente, mais je peux pas. J'y arrive pas. Et elle m'avait dit ok, pas de problème.
Mais voilà, il n'y a pas eu de... C'est hyper bien que vous ayez pu. Bien sûr, mais en fait, ce que je dis, c'est que qu'il ne faut pas hésiter à dire non, mais ça, j'ai pas envie, ça, je suis pas prête, ça, je peux pas, en fait. Je suis pas prête à faire ça. Et même pour ton ami en face, de savoir oui, ce que tu es prête à accepter. Et puis, autant les gens qui te disent j'ose pas t'en parler, bah si, vas-y, parle, machin. Mais autant faut. Et puis aussi, moi, il y avait des gens où j'ai dit, j'ai pas envie de les voir parce que je sais qu'ils vont pas être dans l'empathie. Tu vois, les quelques semaines qu'on suivit, moi, je me suis entourée que de mes VIP, quoi. Que des gens avec qui je me sentais en sécurité, avec qui je savais que je pouvais dire tout et voilà, et avec qui j'avais envie d'être, parce que c'est eux qui m'ont... Voilà. Mais il y en a, je dis non, mais eux, je peux pas les voir, parce que je sais cette personne-là, elle va vouloir parler d'elle, elle va vouloir... Et j'ai pas envie. Donc, faut s'écouter et puis suivre... certains collègues, tu vois, je me souviens de certains collègues, sans le savoir, hein, franchement, clairement, c'était jamais fait volontairement, mais qui avaient eu des... Ah, purée, Mais moi, j'ai eu de la chance, c'est que franchement, je les compte sur les doigts d'une main, quoi. C'est anecdotique. T'as eu plus de gens à t'entourer que de gens à repousser. J'ai un entourage de malades et clairement, c'est fou. Et puis, encore une fois, même quand le projet du livre est là, quoi. Mon entourage qui est à fond dans le truc, qui en parle, qui cachette le livre. Enfin, tu vois, c'est génial aussi. Et qui t'ont encouragé et aussi. Qui m'ont encouragé, carrément. Ça, c'est des bons moments aussi, des beaux moments quand c'est tes proches qui découvrent le livre. Et qui du coup te font les retours en premier et ça c'est ouf parce qu'ils te disent des choses qui t'auraient jamais dit, quoi. Enfin c'est cool trop bien, c'est une belle expérience. Et c'est ça, en fait, moi je suis contente de ça, de se dire qu'aujourd'hui en fait il y a plus de positifs qui ressortent, que tu as réussi à transformer. Et c'est une chance parce que tout le monde n'a pas cette chance là, donc mais bravo, parce que je pense qu'aussi vous avez eu envie d'en faire quelque chose et parce que c'est effectivement que je pense que c'est une force aussi et que vous avez trouvé ça en vous. En fait, on est deux personnes assez créatives, on est très sensibles à tout ce qui est tout ce qui est artistique. La musique aussi, beaucoup, c'est quelque chose qui nous relie beaucoup et c'est ce qui nous a aidés aussi. Enfin, la musique, le chant, enfin, la création, en fait, créer des choses, c'est ça qui nous a aidés. Et du coup, on a aussi eu envie de dire ça aux autres, de dire, mais se lancer dans des petits projets comme ça, que ce soit à destination de tout le monde ou juste pour soi, c'est trop important. Enfin, quand on est rentré de la maternité, on avait du coup des choses, on avait des documents, on avait des photos, on a eu le besoin de mettre ça dans une boîte, mais dans une jolie boîte, tu vois, qu'on a décorée, où on a mis tout ça dedans, tous les mots, les lettres, les messages qu'on avait reçus, on a tout mis ça dedans, et on a mis le prénom dessus. Et cette boîte-là, elle est restée dans notre salon hyper longtemps, quoi. Et elle est toujours là, elle est dans la maison. Pour l'instant, on l'a pas encore montré à nos enfants parce qu'ils sont petits, mais quand ils seront grands, on leur montrera. Parce que dedans, il y a mon test de grossesse, il y a ce genre de choses. Tout ce qui fait référence à notre fils, voilà, c'est ça. Et puis, et on avait besoin de ça, on avait besoin d'avoir ça. Et c'est très régulier qu'on l'ouvre. Et aussi, il y a des cahiers dedans. On s'est chacun créé un cahier où on écrivait. Moi, j'avais besoin de parler à mon enfant, en fait. J'avais besoin de lui parler comme tu parles à ton enfant, même si c'est un bébé, tu dis mais tu lui parles, enfin, t'as besoin de lui parler. L'écriture, ça libère c'est salvateur. Enfin, moi, en tout cas, c'est le biais qui me convient le mieux. Et j'ai écrit un cahier et j'ai continué à écrire. Alors, au début, c'était tous les jours, quoi. C'était tous les jours. Puis au fur et à mesure, ça s'espace un peu. Mais je continue, en fait. Mais par contre, maintenant, c'est peut-être une fois par an. Mais tu vois, c'est... Enfin, voilà. C'est quand toi, t'en ressens le besoin. Exactement, c'est ça. Et cette boîte, elle est là et c'est régulier qu'on l'ouvre. Et là, tu vois, c'est drôle, mais c'est le moment où je pleure. Ok. Ce moment-là, c'est un moment que je vis vraiment avec mon petit garçon. Et c'est ce moment-là que je pleure. C'est pas quand j'en parle, tu vois. C'est vrai. Et ça me fait du bien, en fait. C'est pas des pleurs que j'ai envie de cacher ou que c'est de la bonne purifie, émotion, quoi. Tu vois, ça fait du bien. Et on a besoin de s'y remettre régulièrement, quoi. Et voilà, c'est important d'avoir ça, d'avoir des refuges. C'est à toi de te les créer, en fait. Certains, ça va être très matériel, d'autres, ça va être... faut se trouver son truc, en fait, son point de refuge pour se reconstruire. Et voilà. Merci pour tous ces beaux conseils. En tout cas, je pense que effectivement, ça pourra aider toutes les personnes qui passent par cette étape-là, ou l'entourage, comme on disait, tout ça. Et que ça libère un peu la parole sur ce sujet-là et que ce soit pas tabou. Effectivement, je trouve ça intéressant que tu dises il faut
il faut oser parler. Après, encore une fois, il y a des gens qui ne souhaitent pas en parler, mais en fait, il faut leur poser la question. Posez-leur la question. Est-ce que tu veux en parler ? Et je me souviens d'un message que j'ai reçu d'une de mes amies qui me disait « Si tu veux en parler, on est là. Si tu veux pas en parler, on est là. » Et c'est ça, en fait, qu'il faut dire. C'est juste ça, parce que du coup, on sait que vous êtes là et que vous pouvez recevoir ce qu'on a à vous dire ou pas, mais voilà. Et en fait, au moins, ça ouvre la possibilité. Si tu as envie d'en parler, t'en parles. Si tu n'as pas envie d'en parler, t'en parles pas, mais je suis là. Et c'est juste ça, en fait. Si les gens se disent, des fois, on ne sait pas quoi faire, c'est ça. Posez la question, est-ce que tu as envie d'en parler ? Et puis, si vous vous sentez pas capable d'entendre des choses ou d'être présent, mais c'est normal aussi. Faut le dire, mais en fait c'est ça, faut parler, faut dire ce qu'on ressent, dire là, je suis désolée, je sais pas comment t'accompagner, mais je vais peut-être faire je peux te faire ça, je peux te faire des courses, je peux te faire, chacun peut. En fait c'est ça, même si on se sent pas à la force d'entendre ou de recevoir des choses, ça peut être autre chose, ça peut dire je peux, si tu veux, je peux te faire ça, je peux te faire ça, je peux te faire du ménage, non mais c'est vrai, c'est parce qu'on propose de l'aide quand il y a un bébé qui naît, mais en fait ça peut aussi être aidant quand on vit des moments comme ça, quoi. Ouais. Donc voilà. Très bien. Donc effectivement, si on veut retrouver, donc tu disais tout à l'heure, Le Roi du Silence, le livre, il est disponible en librairie. C'est ça. On peut te contacter du coup aussi sur Instagram. Donc, sur Instagram, Le Roi du Silence. Alors je sais jamais, je partage. C'est 53, ouais voilà. Je repartagerai exactement. Le Roi du Silence. Et puis j'ai un mail aussi, Le Roi du Silence 53 avec un point entre chaque. De mémoire, c'est ça, mais encore une fois, j'ai un doute. Sinon, tu me redonneras. Très bien. Et oui, il ne faut pas hésiter. Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas une professionnelle. J'ai rien. Moi, ce que je peux juste partager, c'est ça, c'est mon expérience perso. Après, si on veut des conseils plus spécifiques, faut en parler aux sages-femmes, aux gens qui sont aptes à en parler. Puis, il y a de plus en plus de sages-femmes qui font des formations spécifiques là-dedans. Et ça, c'est hyper important. Et l'autre jour, je revoyais un témoignage de Anna Roy. Oui. J'adore cette femme. Enfin, je sais pas si une femme en France n'aime pas cette femme, mais bon, bref, Anna Roy, si tu nous entends, respect éternel. La déesse des sages-femmes. Exactement. Et en fait, elle a fait une vidéo l'autre jour sur le deuil périnatal et elle a pleuré dans la vidéo, quoi. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience que elle, quand elles vivent ça, mais c'est dur aussi pour elles, quoi. Elles se prennent ça aussi. Et elle, en plus, il faut qu'elle soit forte, elle. Ouais. C'est leur métier, mais forcément. Mais mais elles se prennent ça dans la tronche. Et tu vois, pour que je te disais, je me souviens de Alice et Sophie, parce que Alice, elle partait en vacances le lendemain. Et en fait, elle partait en congé. Et elle est venue me voir le lendemain avant de partir en vacances, parce qu'elle voulait venir me revoir, si tu veux. Ouais. C'est trop sympa. Et tu te rends compte, et la seule chose que je me suis dit, putain, elle va partir en vacances, elle vient de vivre ça. Il va falloir qu'elle fasse un sacré travail je laisse ça de côté parce que de mettre de la distance. Je m'en suis voulu, je dis merde, je vais lui pourrir ses vacances. Alors après je me dis non, Charlotte, c'est son métier, je pense qu'elle en a vu d'autres, donc c'est bon, t'inquiète pas. Mais il faut du temps, je pense, pour se remettre de ça. Et il y a un film de fou là qui est sorti aussi l'année dernière qui s'appelle Sage Homme, que je recommande aussi parce qu'il est vachement bien. Je l'ai pas encore vu. Il est trop bien. Ouais, faut que je le regarde. Sur un homme en fait qui débarque dans une équipe de sages-femmes. Et au-delà de cette histoire de l'homme qui arrive dans le milieu hyper maternité, hyper féminin, et il est pas cliché en fait. Il est vraiment bien. Et ça traite de ça aussi. Et là par contre, il y a une scène où c'est assez chaud, où ça parle de ça. C'est très furtif, mais ça parle du deuil périnatal. Waouh. Mais c'est la vérité en fait. C'est pour ça que c'est dur à voir et on se dit mais c'est hyper trash. Mais c'est leur réalité, ça, en vrai. Quoi, tous les jours. C'est pas que c'est ça la maternité, c'est pas que du beau, que du rose et de l'amour quoi. Enfin c'est de l'amour, mais ça peut être pour plein d'autres cas, ça peut être plein de choses ultra compliquées. Et aussi la série qui est sortie sur Arte. Est-ce que c'est Sage-Femme ? Ça se trouve c'est ça. Ouais, c'est Sage-Femme. Elle est incroyable aussi. Elle est incroyable et pour tous ceux qui se demandent ce que c'est le métier de sage-femme, il faut regarder ça. Tous ceux qui ont des a priori, il faut regarder ça. On leur donne beaucoup de force et d'amour. Respect éternel aux sages-femmes. Non, mais clairement, moi, je le répète tout le temps. Et en plus, elles sont considérées... C'est affligeant, quoi, de voir. Et moi, ce qui me rend en colère, on disait, j'ai plus de colère aujourd'hui, mais j'ai plus de colère par rapport à mon histoire, mais j'ai une colère par rapport au système, quoi. C'est quand ce qu'on disait, c'est tout ce qu'on peut vivre en tant que femme dans notre suivi gynéco. Quand on entend tous les témoignages de violences gynéco, de voir que ces gynécos sont payés quand même, ils ont un bon petit salaire, et quand on voit les dégâts qu'ils font et que elles, les sages-femmes, sont là pour rattraper tout ça, pour essayer de sauver tout ça, et qu'elles sont obligées de se battre, de moyens. mais
aberrant, c'est flippant, c'est dramatique qu'elles ce sont qui se fortes passe, parce que leur quotidien il est quand même super difficile. Elles manquent de moyens tout le temps et moi pour les 2 enfants que j'ai eu, moi à chaque fois je suis ressortie de là en me disant mais waouh, mais le boulot qu'elles font et elles arrivent à être tellement toujours gentilles et agréables avec toi. C'est fou. Comment vous faites? Je pense qu'au bout d'un moment, enfin voilà, c'est clair. Quand tu manques de moyens humains, je pense que tu dois être KO. Non, mais ce qui est flippant, c'est que ça les épuise et il y en a qui arrêtent. Donc on se dit mais si on perd nos sages-femmes, mais c'est fini quoi. Ah bah là la natalité, c'est sûr qu'elle va baisser. Mais non, mais quand on voit alors est-ce qu'on parle du réarmement démographique? Non, on va pas en parler parce que sinon on a un pour 4 heures. Mais c'est vrai que mais la natalité elle baisse, mais en même temps, on va pas parler politique, mais il faut se poser les bonnes questions. Mais c'est vrai que oui, les questions elles sont à se poser aussi à ce niveau-là. Mais bon, ça on enfonce des portes ouvertes et c'est. Mais bon, faut continuer à militer quoi. Voilà. Bon, j'espère qu'avec mon petit podcast, j'ai pas de côté militant, mais enfin voilà, je trouve ça important effectivement de pouvoir en parler. C'est ta pierre à l'édifice. On va dire ça comme ça. Carrément. Très bien. Merci Charlotte pour. Merci à toi, Amélie, pour ce bon moment. On arrive bientôt à la fin de l'épisode. Ça fait un petit moment qu'on papote quand même. On va pas tout garder. Est-ce que je peux passer aux questions de fin d'épisode? Ouais, vas-y. Ouais, très bien. Donc, je pose à la fin des épisodes 2 questions à mes invités. La première question, c'est quel est ton endroit préféré en Mayenne? Est-ce que tu as un lieu coup de cœur? Voilà, un endroit qui reflète ta Mayenne à toi et que tu as envie de nous partager. Pendant le confinement, on a découvert un lieu derrière chez nous. Donc, on a la chance de vivre très proche du centre-ville. Et à Laval, je le dis, je sais pas si voilà, on est à Laval et on est à 10 minutes à pied du centre-ville, donc c'est quand même top. Et par contre, on a une mini campagne derrière chez nous qui relie tout le secteur de l'Aubépin. Et en fait, c'est un secteur qu'on a découvert grâce au confinement parce que quand on n'aurait pas le droit de se balader trop loin, etc. En fait, c'est un écrin de verdure qui est caché là derrière entre le Décathlon, le stade Lavallois et tout, enfin le stade, le premier stade là. Et c'est magique parce que t'as l'impression d'être en pleine campagne quoi. Tu marches 10 minutes et t'es en pleine campagne. Et il y avait un tout petit ruisseau qui passait. Alors, il n'y est plus maintenant, je crois qu'il a été asséché malheureusement avec les sécheresses, mais et on y allait avec nos enfants et ils trempaient leurs pieds dedans. Et c'était la magie, quoi. On a l'impression d'être en campagne, à la montagne, dans les petits ruisseaux. Et d'ailleurs, pendant le confinement, il ne faut pas trop le dire, mais on retrouvait des fois des copains aux petits ruisseaux, sans trop le dire. Mais bon, on se tenait à distance, mais ça permettait de se voir et c'était trop bien. Et on y retourne régulièrement parce que c'est devenu notre balade fétiche. Parce qu'en plus, il y a des grands espaces, donc on peut emmener le ballon, et c'est sympa. J'aime beaucoup cet endroit, enfin cette balade-là à faire. On est beaucoup à avoir découvert des coins près de chez nous pendant le confinement. Pendant le confinement, carrément. Ça a été une des magies du confinement. Donc j'aime beaucoup ce lieu. Très bien, merci bien. Et puis, donc la deuxième question que je pose aussi, c'est quelle est la personne que tu souhaiterais entendre au micro d'Elle en Mayenne? En fait, j'en ai 2. Alors, il va falloir dire 2. C'est vrai, comme tu choisiras. Petit bonus. Alors, moi, j'ai eu la chance de rencontrer une ostéopathe qui est sur Argentré. D'accord. Qui s'appelle Julie Martin. Et en fait, elle a fait une spéciale pendant sa formation. En tout cas, pendant sa pratique, en fait, elle essaye de se spécialiser dans justement l'accompagnement du corps de la femme. Okay. Donc, on peut aller la voir après nos accouchements, ou même comme ça. Enfin, et elle a une approche. J'adore son approche. Enfin, c'est tout en douceur. Et en fait, elle a un pouvoir magique, je pense. Elle arrive à capter aussi tout ce qui se joue entre l'esprit et le corps. Et en fait, moi, je me souviens du premier jour où j'étais allée la voir. On discute, tout ça, et puis elle m'ausculte, voilà. Et puis, à un moment, tout en douceur, elle me dit, mais pourquoi vous aimez pas votre corps? Et en fait, c'est fou, quoi. Parce qu'elle avait senti des choses, elle a senti des choses, à un certain point du corps, et c'est fou parce que ce rendez-vous, elle m'a manipulée, mais de façon très douce, c'est de l'ostéopathie, donc c'est... Et quand je suis ressortie, j'ai dit à Baptiste, j'ai l'impression de m'être fait passer dessus par un camion. Ah ouais. J'ai eu l'impression qu'elle m'avait
essorée, c'est-à-dire que comme si, voilà, je sais pas, il y a plein de blocages qui avaient dû sortir et elle m'a fait un bien, mais un bien non seulement au niveau du corps, mais aussi au niveau de moi-même, en fait, de ma perception de moi. Et j'aime beaucoup cette personne. Elle est hyper compétente. Donc Julie Martin, qui est ostéopathe à Argenteuil. On retient le nom. Et d'ailleurs, petite fierté personnelle, elle est rentrée en contact, grâce à moi, avec Cécile Manchon. D'accord. En fait, j'avais parlé des pratiques de l'une à l'autre. Okay. Et en fait, elles se sont mises en contact. Et elles m'ont dit que depuis, elles travaillaient ensemble et qu'elles avaient mis des choses en place ensemble pour l'accompagnement des femmes et tout. Et j'étais trop contente. Voilà. Donc, petite fierté perso. Et sinon, j'avais aussi pensé à une personne qui s'appelle Caroline Duvaux. Ok. C'est que pour l'instant, je connais pas les noms. D'accord, ok. Caroline Duvaux, c'est pour ça que je prends les bonnes infos qui fait notamment de la thérapie animale. Non, de la médiation animale. Ok, c'est ça. D'accord. En fait, elle a repris l'exploitation agricole de mes beaux-parents. Okay. Et elle s'est installée et elle a transformé un petit peu l'exploitation en... Alors déjà, elle veut passer en bio. Donc, elle va continuer à faire du lait, mais elle fait aussi faire venir des chèvres. Enfin, elle veut un peu exploiter, diversifier les élevages et puis faire de la production. Mais en plus, parce qu'elle a plein d'animaux, elle a des chevaux, elle a des moutons, des cochons, des chats, des chiens, enfin, des lapins. Ça. Et elle fait de la médiation animale. D'accord. Donc, en fait, elle s'est déjà rendue, je crois, notamment dans des EHPAD. C'est ce que j'allais dire, destination de... Elle est allée notamment avec un cheval, avec un de ses chevaux dans un EHPAD. Elle travaille beaucoup avec son chien aussi. Et c'est génial, je trouve, la thérapie animale. C'est trop, trop bien. Alors moi, je suis pas quelqu'un de très animal, au sens où j'ai jamais eu d'animaux de compagnie. Je suis pas je fais pas partie de ces gens qui ont besoin d'avoir un chien, un chat. Enfin voilà, Mais par contre, clairement, le lien à l'animal, il est on voit ce que ça peut faire, que ce soit avec des personnes âgées, avec des personnes malades, avec des enfants, par rapport aux enfants autistes notamment, enfin ce genre de choses. Et c'est hyper important et ça peut avoir des résultats hyper intéressants. Donc après, voilà, je lui en ai pas du tout parlé. Ces deux personnes-là, j'en ai pas du tout parlé, j'avais parlé d'elles. mais ouais, ça pourrait être intéressant d'avoir les entendre point de vue et de les entendre. Ouais. Très bien. Merci. De rien, merci à toi. Toutes ces belles choses. Et puis, merci pour ce bel échange. Et puis voilà, j'ai hâte de le partager avec tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amélie.